Il ne faut pas mélanger l'affect et le business. Il nous est arrivé d'aller à un chantier où la cliente nous disait que le chantier était presque terminé, qu'on devait passer à l'aménagement. On allait sur le chantier, il n'y avait même pas de plafond. Elle n'était pas au courant. Comment faire pour faire des investissements lourds dans les pays d'origine avec les réalités locales, la traçabilité des fonds? Je vois beaucoup de plans où on va prendre un couloir et on va l'appeler espace familial. Ce n'est pas un espace familial, c'est un couloir. Tu sais, il nous est arrivé d'avoir des projets où on a perdu de l'argent. Il y a de plus en plus d'investissements directs de l'étranger et qui ont des grosses exigences. Oui. Et en gros, ils vous disent, tu te débrouilles, c'est ça. Moi je veux que tu reconstitues Bruxelles à Dakar. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Immobilier d'Afrique, votre podcast dédié à ce secteur passionnant, l'immobilier sur notre continent africain. Aujourd'hui, je me trouve dans les locaux de Mouton Brun, avec la fondatrice justement de Mouton Brun, Suzanne. Nous allons parler intérieur design, nous allons parler investissement immobilier et plein d'autres thèmes comme les chaînes d'approvisionnement, par exemple des équipements et de produits venant de l'étranger. Donc Suzanne a un très grand parcours, c'est une entrepreneure dans l'âme, formation de communicante, formation d'architecte d'intérieur également et pas que. Donc on va apprendre à découvrir son profil, ses investissements et ses travaux sur l'architecture d'intérieur qui ne se limite pas à ce qu'on pourrait croire la décoration. Sans plus attendre, Suzanne, comment tu vas ? Je vais très bien, Marc, merci de me recevoir. Je pense que tu as déjà fait un beau brossage de tableau. On met les bases en place. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Immobilier d'Afrique. C'est un honneur. Ça m'a paru naturel de t'inviter quand j'ai vu tout ce que tu faisais sur l'architecture d'intérieur, la création d'espace. Et aujourd'hui, on est dans une époque où les émotions, le vécu, le lifestyle, le côté aspirationnel est très important pour les locataires et les propriétaires. Ils veulent plus juste des murs blancs, une cuisine grise, et on passe à autre chose. Ils veulent quelque chose de plus puissant, et on va aborder ça ensemble. Parfait. Tu es prête ? Oui, je suis prête. C'est parti. Tu peux commencer par te présenter, qu'on apprenne un peu plus à te connaître. Alors, je me présente. Je m'appelle Suzanne Both. Je suis née et j'ai grandi au Sénégal. Comme beaucoup de personnes, par la suite, j'ai étudié à l'étranger et j'ai été diplômée en stratégie de production médiatique et culturelle. Donc, en gros, communication et production télé, on va dire ça comme ça. Mais par contre, j'ai travaillé dans différents domaines, dont même de la gestion de portefeuille au niveau des banques. Mais également, il y a quelques années, j'avais une entreprise qui s'appelait Suze Events, qui faisait de l'aménagement, de la décoration d'événements au Sénégal. Donc les mariages, des événements qui passaient à la télé également. Mais par la suite, quand je suis repartie au Canada, j'ai arrêté ça. Et je me suis formée et j'ai été diplômée en architecture d'intérieur. Ok. Donc un parcours assez vaste, mais qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Et quels sont les plus gros enseignements que tu as tirés de ta formation d'architecte d'intérieur ? Mais écoute, c'était très technique. Ça n'avait rien à voir avec l'idée que j'avais au départ. Donc, je savais que ça allait être plus technique, mais pour te dire, j'ai pas eu de cours de décoration. J'ai eu des cours vraiment où j'apprenais sur AutoCAD à faire des plans, à faire des élévations, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon mur. Il faut savoir que ce qu'il y a dans des murs au Canada, ce n'est pas la même chose qu'au Sénégal. C'était vraiment les matériaux, quel type de matériaux utiliser pour le plafond, les murs, le sol, les salles de bain. C'était plus ça mes cours. Je pense que la décoration, je me rappelle pas avoir eu un cours de ça. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que l'architecture d'intérieur, c'est la même chose que la décoration. C'est totalement opposé. Bien sûr. Pas opposé, mais complémentaire. Oui, parce qu'on voit de plus en plus de personnes aujourd'hui qui lancent leur agence de déco, qui font de la décoration sur un aspect beaucoup plus stylistique, colorométrie, cohérence de l'ambiance, mais qui ne sont pas en mesure déjà légalement de pouvoir faire démolir un mur, changer de la plomberie, travailler sur la sécurité, hauteur sous plafond, étanchéité, etc. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que AutoCAD ? Alors AutoCAD, c'est un logiciel qui te permet de créer tes plans. C'est ce que les architectes utilisent en général pour vraiment créer les plans ou
Donc, on peut partir sur le fait qu'on crée un plan vide et on le commence, mais aussi on peut corriger des plans. Et nous, les architectes d'intérieur, on corrige beaucoup de plans d'architectes parce que il peut arriver qu'un client arrive avec son plan. L'aménagement intérieur n'a pas été forcément pensé en fonction de l'utilisation que le client pourrait en faire. Donc, j'ai des clients qui nous contactent et qui nous demandent de corriger leur plan en fonction de leur utilisation. Et ça, on en fait beaucoup. Et c'est grâce à AutoCAD qu'on le fait. Maintenant, il y a d'autres logiciels qui peuvent vous le permettre également, mais tout revient souvent vers AutoCAD. Très bien. Et tu as également dit que les constitutions des murs et des cloisons entre le Sénégal et le Canada, ce n'était pas la même chose. Non. Est-ce que tu peux juste dans les grandes lignes nous donner deux grosses différences? Écoute, les constructions au Canada, c'est souvent du bois qu'il y a à l'intérieur. Quand il s'agit de certains condos, ce qu'on appelle les condos, les tours à condos, ça peut être du béton. Alors qu'ici, on utilise du ciment, même si le ciment et le béton proviennent de la même source, mais c'est pas du tout la même chose. Donc nous, il y a beaucoup de ce qu'on va appeler un peu le contreplaqué ici. On va mettre des mousses isothermiques dans les murs parce que bon, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, on va se le dire. Et donc, ce sont des maisons qui sont quand même, pour moi, assez fragiles. On entend souvent le son d'un mur à un autre. L'isolation est moins forte qu'ici, je trouve. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué dès que je suis arrivée au Canada. C'était vraiment l'isolation. J'entendais un peu ce qui se passait chez mes voisins, alors qu'ici, on a cette chance-là, en tout cas, d'entendre un peu moins. Et il y a aussi la partie, vous savez, ici, on a les briques en terre cuite et autres qui permettent d'avoir plus de fraîcheur. Nous, là-bas, ça va être peut-être un peu l'inverse. On va chercher à garder la chaleur dans la maison. Très bien. 9 mois sur 12, il fait froid au Il fait Canada. extrêmement froid. Je sais, je sais. Poursuivons au niveau de tes études. Après tes études et que tu sois diplômé d'architecture d'intérieur, quels ont été tes premiers travaux? Est-ce que tu as travaillé en agence? Est-ce que tu as tout de suite monté ta boîte? Quelles ont été tes premières actions dans l'immobilier? Non, moi, je savais que je travaillerais pour moi. Parce que c'est mon caractère, j'avais déjà une entreprise avant, je suis entrepreneur dans l'âme, j'aime ça. Et donc, je savais que j'allais créer pour moi. Par contre, je n'avais pas prévu d'embaucher quelqu'un. Je pensais vraiment être ce qu'on appelle chez nous au Canada, travailleur autonome. Et Mouton Brun existait au Canada, n'existait pas au Sénégal. J'ai commencé à travailler là-bas en proposant mes services, mais c'est arrivé au moment où il y avait eu la Covid. Donc mes services étaient plus en ligne. J'ai développé un site internet qui m'a permis d'offrir mes services en ligne. Et du coup, j'offrais des services à des gens en Australie, des gens au Cameroun et autres. Et par la suite, j'ai commencé à avoir trop de marché, on va dire, mais il n'y a jamais trop pour un entrepreneur. Et j'ai commencé à recruter. Et c'est lors d'un voyage au Sénégal pour un projet personnel, un projet immobilier personnel, que j'ai vu qu'il y avait une demande. Parce que mes clientes qui étaient originaires du Sénégal m'ont demandé d'offrir un peu plus de clés en main. Et je me suis dit, bon, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Et là, ça fait bientôt 4 ans qu'on offre ces services-là au Sénégal. Je pense que dans l'immeuble où on se trouve actuellement, c'est aussi un projet immobilier familial. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet immobilier? Comment vous avez eu l'idée de dire, tiens, on va faire un immeuble déjà? Comment est venue l'idée? Et quelles ont été les premières réflexions et les analyses pour se dire, on va faire un immeuble avec tant de chambres, tant d'appartements, tel lobby, etc. Alors, c'est très simple. On a eu l'idée à cause des inondations. Ok. Tout simplement. Nous sommes à Cité-Cœur-Gorgui. Comme tu le vois, nos routes ne sont pas encore bien faites. Et c'était une maison avant. C'était notre maison familiale. Mais c'était la première maison qui avait été construite dans le quartier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, avec l'essor, on va dire, de l'immobilier ici, tout le monde s'est mis à construire des immeubles tout autour de nous, mais à laisser leurs gravats sur place. Donc, du coup, notre maison était ensevelie. Le sol est monté, mais notre maison est restée au même endroit. Alors, lors des inondations, tout le rez-de-chaussée était inondé, totalement inondé. Et ma mère, qui voyage beaucoup, vivait à l'étranger à ce moment-là. On essayait d'avoir des locataires. Dès qu'on avait des locataires et que la saison des pluies arrivait, écoutez, ils partaient. On devait faire des travaux, on attendait que ça passe. Bref, à un moment donné, j'ai proposé à mon frère et à ma sœur,
peut-être qu'on devrait faire un immeuble comme tout le monde. Si on veut pouvoir faire quelque chose de ça, parce que la maison ne tient plus avec les gravats. Donc, c'est vraiment à cause des inondations et du contexte du voisinage qu'on a dû casser la maison. Ma mère était pas contente pour en faire un immeuble. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait aussi une bonne opportunité d'avoir une certaine rentabilité par la suite en tant que future retraitée à l'époque pour elle, que ça pourrait être intéressant. Donc, elle est son appartement et qu'il y ait certains appartements qu'on mette à la vente pour financer le projet, d'autres appartements à mettre en location. Et c'est ce qu'on a fait. Très bien. Très bien déjà d'avoir un peu le contexte de cette aventure immobilière. Et comment vous avez réalisé votre stratégie pour la conception, le nombre de niveaux, l'emprise au sol, le nombre d'appartements, quel type d'appartement, le niveau de gamme. Comment vous avez réfléchi pour ensuite arriver à l'immeuble que nous avons aujourd'hui? On a analysé le marché autour de nous. On a regardé qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui fonctionne. On est dans un endroit assez stratégique parce que on n'est pas en dehors de Dakar, mais on est dans Dakar, mais là où il y a peut-être un peu moins de bouchons, il y a quelques bonnes entreprises à côté qui ont besoin de loger les gens. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir du 3 chambres salon pour qu'une famille puisse avoir de l'espace ici. Mais le terrain n'est pas très grand. Le terrain est sur 350 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Alors, on s'est dit, il nous faudrait 2 appartements par étage pour avoir du 150, 145 mètres carrés avec 3 chambres salon. Ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui est plus important en général dans notre vie de tous les jours, comment on fonctionne au Sénégal, c'est de passer du temps ensemble. Et ça, c'est dans le salon. Donc, les chambres sont un peu plus petites et le salon est beaucoup plus grand. Et comme c'est en longueur, il fallait qu'il y ait des puits de lumière pour être sûr d'avoir assez de luminosité. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a pensé la structure. Également, comme le sable, enfin, la terre ici est facilement inondable, on voulait un parking parce que c'est très compliqué de se garer ici. Alors, on a mis un parking, mais on l'a mis au rez-de-chaussée. D'accord. On n'a pas fait de parking souterrain pour éviter justement les risques d'inondation. On est allé sur un parking au rez-de-chaussée. Et donc, tout le reste est en hauteur. Très bien. Et on a fait des fondations très solides aussi pour nous permettre d'avoir tout à fait en haut une piscine. Waouh, super. Et il y a combien de niveaux au total? C'est un R+7. R+7. Et combien de places de parking vous avez réussi à faire alors? Alors, il y en avait plus, je dirais, laisse-moi compter, 2, 4, 6, 8. Il y en avait 8. 8. Mais là, pour d'autres raisons logistiques, on en a réduit 2 parce qu'on a construit autre chose au niveau du garage. Mais là, il y a facilement pour 6 voitures. Très bien. Et en ce qui concerne les bureaux d'études, les architectes, comment tu as fait ta sélection, sachant que toi, tu es du métier, comment est-ce que tu t'y es prise pour trouver la bonne équipe pour concevoir le projet? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je n'étais pas du métier. Très bien. Je n'avais pas encore pris mes cours de designer d'intérieur. J'étais pas encore diplômée. J'étais pas du métier. C'est vraiment une solution c'était une situation de crise qu'on avait. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on pallie à ça. Et personne ou presque n'était au Sénégal. Ma mère était à l'étranger, moi également, mon frère aussi. Il y a que ma sœur qui était là. D'accord. Et elle était en études de médecine. Elle n'avait pas notre temps. Donc, on a pris le temps d'analyser ce qui se faisait sur le marché, mais aussi de voir qui sont les personnes référentes. Donc, le bureau de contrôle qu'on a pris, c'est un des plus grands bureaux de contrôle ici au Sénégal. Le notaire, c'est un notaire qu'on connaît depuis des années, qui était le notaire familial. Donc, on est allé vraiment sur des gens de confiance parce qu'on n'était pas sur place et on voulait s'assurer que même étant à l'étranger, ça puisse se passer correctement et dans les normes. Alors, pour la construction, par contre, là, ça a été notre petit bémol. C'est qu'on est allé avec l'affect. Donc, il y a quelqu'un qu'on connaissait qui était du milieu et on lui a confié la réalisation du tout. Donc, on avait co-dessiné, bien sûr, les plans, vu que j'aimais ce milieu-là. Donc, c'était tout naturellement qu'on a dessiné ça. Et j'ai proposé les matériaux. Donc, tu vois, les carreaux, les plafonds et tout ça. Mais c'était à son entreprise de réaliser le tout. Donc, c'est vrai que quand on est revenu ou les fois où on venait, on voyait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas aussi bien qu'on le voulait. Alors, quand on a pris possession de l'immeuble, on a essayé de rattraper tout ce qui était rattrapable. Je comprends. Et ça, malheureusement, je trouve que c'est un bémol quand on est à l'étranger. C'est d'avoir quelqu'un ici sur place en qui on pourrait vraiment avoir confiance, qui pourrait prendre ce projet de manière sérieuse.
Bon, ça, c'est vraiment un des gros enjeux de Mhm. la diaspora Oui, de manière très générale. oui. La diaspora dans le monde entier, la diaspora africaine, caribéenne, Mhm. c'est comment faire pour faire des investissements lourds dans les pays d'origine Ouais. avec les réalités locales. La traçabilité des fonds, Ah la oui. bonne utilisation des fonds, le choix des bons interlocuteurs qui sont fiables, qui sont Mhm. capables de produire dans les quantités demandées. Tout à Donc ça, fait. c'est un vrai défi. Oui. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à ceux qui nous regardent quand tu es de la diaspora, tu es à l'extérieur, Mhm. pour pouvoir faire les bons choix de prestataires, les bons choix de sous-traitants et même une bonne gouvernance de ces fonds, de pas envoyer ces fonds avec la crainte que... Mhm. Mais écoute, avec Mouton Brun Design, on a eu beaucoup de cas de figure où on devait aménager des maisons ou des appartements pour des clients qui vivent à l'étranger et qu'on a dû arrêter à un moment donné parce qu'ils étaient en conflit avec leur contracteur. Très bien. Parce que il y a eu beaucoup... Il nous est arrivé d'aller à un chantier où la cliente nous disait que le chantier était presque terminé, qu'on devait passer à l'aménagement. On allait sur le chantier, il n'y avait même pas de plafond. Elle n'était pas au courant. Apparemment, les contracteurs lui montraient des photos d'un autre projet. C'est, on a beaucoup de cas de figure comme ça qu'on voit. Des fois, on commence un projet, puis ça s'arrête. Les clients nous disent, écoutez, on est en litige avec le contracteur. Et je trouve ça très dommage parce que ce sont des gens les clients sont des gens qui ont économisé, qui Bien sûr. croient Mm. en un projet, ils veulent investir ici, ils ont besoin de se réaliser aussi ici. Et je comprends leur frustration parce que je suis passée par là également et toute ma famille. C'est que on prend les petits sous qu'on a pour essayer de bâtir quelque chose. Et malheureusement, des fois, on est face à certaines personnes qui n'ont peut-être pas la rigueur qu'on aimerait qu'ils aient. Et surtout quand on a habité à l'étranger et qu'on voit certaines rigueurs, on se dit, mais pourquoi on ne le ferait pas aussi chez nous? Mm. Mais ce que je remarque, c'est que de plus en plus, il y a des gens qui se spécialisent et qui essayent d'amener cette rigueur-là dans ce Mhm. travail de construction. Mm. Mais ils sont pas nombreux encore. Et malheureusement, eux-mêmes, des fois, quand ils ont trop de demandes, Mhm. ils vont sous-traiter. Bien sûr. Et quand ils sous-traitent, le problème peut revenir. Donc, je te dirais que jusqu'à présent, je cherche des bons contracteurs. Mm. Je ne réfère jamais des contracteurs aux clients parce que je trouve que c'est une lourde responsabilité. Mais ce que je suggère fortement aux gens de l'étranger, c'est d'avoir un proche en qui ils ont confiance, qui ferait un peu l'état des lieux régulièrement, de ne pas se D'accord. baser uniquement sur le contracteur Mm. et effectivement de passer par ce proche ou cette personne que vous aurez payé pour ça, mais en qui vous avez confiance, pour la traçabilité des sous et également quand on reçoit le matériel, de vérifier si c'est le bon matériel, la bonne quantité qu'on reçoit. Je Mm. pense que c'est important également de venir de temps en temps. Très bien. Je sais que c'est des frais en plus, mais vu que c'est un gros investissement, c'est important selon moi de revenir de temps en temps, voir où est-ce qu'on en est, Mm. comment ça va et ajuster à ce moment-là. Bien sûr. À titre personnel, moi, je pense qu'il faut absolument budgéter Mhm, les billets d'avion mhm, dans son projet de construction. tout à fait. Parce qu'en fait, le fait que tu viennes sur place régulièrement, j'ai même envie de faire le parallèle dans le management d'une équipe. Oui. Quand tu diriges un restaurant, un chantier, Mhm, des services, un projet, ta présence à côté des équipes, sans même dire quoi que ce soit, crée un niveau d'exigence plus important. Et je pense que toi, tu dois le vivre. On en parlera après exactement. avec Mouton Brun. Oui, Donc, je pense absolument que c'est essentiel de venir faire les tout à allers-retours. fait. Ça, je suis complètement d'accord. Mhm, Revenons sur quelque chose que tu as mentionné. Vous avez prévu et vous avez réussi à vendre certains des appartements oui, pour financer le projet. oui. Du coup, comment s'est passée cette expérience Mhm, de commercialiser un bout de son chez-soi, mhm, sa copropriété, mhm. à des tiers? Comment ça s'est passé? Comment vous les avez rencontrés, ces clients prospects? Oui. Comment vous avez commercialisé? Et est-ce que les ventes ont été faciles, difficiles? Comment ça s'est fait? Alors, il faut savoir que déjà, humainement, c'était difficile pour nous de vendre parce que D'accord? c'est notre maison, Et oui, c'est notre chez nous, ça a beaucoup de souvenirs. Donc, pour certains de ma famille, ça allait, pour d'autres, c'était plus difficile. Mais on s'est prêté au jeu parce qu'on savait que c'est ça qui permettait de financer ce projet-là. Comme je t'ai expliqué, j'ai un background en communication. Donc, ça nous a quand même aidé. On a mis en place un site internet. On a fait des documents 3D pour pouvoir montrer ce que ça pourrait donner. Mais également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appartement témoin. mhm, Dès qu'on a atteint le R+1,
On a créé un appartement témoin avant même que l'immeuble soit entièrement terminé. Et ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque, C'est vrai. surtout à ce stade de Et construction. même encore, hein, ça ne se fait très peu. Alors que un appartement vide, et je pense que tu es bien placé pour le savoir, quand on fait visiter un appartement vide, certaines personnes peuvent se projeter, mais la majorité des gens ont du mal à se projeter. Alors que quand l'appartement est meublé, ça joue énormément. Là, on arrive à se projeter, à voir, même si la déco ne nous plaira pas exactement, mais on voit le potentiel, on voit les espaces, on arrive mieux à les analyser. Et c'est ce que j'avais fait. Et dans l'appartement témoin, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une chambre pour un couple, mais il y avait aussi une chambre pour plus un ado Très ou bien. une ado et une chambre pour les enfants Ok. avec un petit berceau et tout Pour ça. vraiment se projeter. Exactement. Ce qui fait que toutes sortes de personnes, toutes sortes de clients potentiels pouvaient avoir une projection en visitant l'appartement témoin. Et tu te rappelles, vous aviez fixé à combien le prix du mètre carré ou pas, à l'époque? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus parce que, alors, toute la partie financière, c'est mon frère qui s'en occupait. On avait un peu, moi, j'étais la designer qui devait faire Et en lui, sorte c'était la partie financière. Exactement. Et- Et cette partie financière, c'était plus lui. Et ça va, vous avez considéré et trouvé que les personnes étaient réglo, payées à l'heure. Oui. Ça s'était bien passé à l'époque, tout ce cheminement. Alors, comme on savait que c'était juste certains appartements qu'on vendait et pas Oui. tout, on avait eu la possibilité de pouvoir choisir. Ben oui, Et parce qu'on s'est dit, si nous sommes nous-mêmes propriétaires de cet immeuble, on c'est vos aimerait voisins. bien, Eh oui. voilà, bien nous entendre avec nos voisins. Ça, c'était un avantage qu'on avait par rapport à ça. C'est qu'on a pris le temps de choisir, de voir un peu si c'est des gens avec qui on pensait pouvoir bien s'entendre. Parce que, comme tu le sais, pour un immeuble, il va y avoir la copropriété à gérer et tout ça. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça se passe très, très bien jusqu'à présent. Bien sûr. Et ensuite, bien sûr, vous avez conservé certains appartements, donc ce qui vous a propulsé dans l'aventure de la location. Oui. Et comment tu décrirais votre expérience dans le locatif, la recherche de locataires, la vie avec les locataires, l'encaissement des loyers, les nuisances, les collaborations avec les autres locataires? Comment est-ce que tu perçois cette aventure-là de la location? Encore une fois, on a choisi. Mais pas sur n'importe quel critère. Ok. C'est-à-dire que on a d'abord chacun son métier. Nous ne sommes pas une agence de location, donc nous avons fait appel à une agence de location. Très bien. Et c'est eux qui nous trouvent les locataires. Ok. Et on leur a expliqué un peu quels étaient nos critères. Que nous sommes des gens calmes, nous voulons quelque chose de calme et d'agréable, que les gens soient propres, parce que on veut que l'immeuble reste propre. Et on a laissé l'agence nous proposer des profils. Très bien. Et on a pu louer à ce moment-là à des personnes. Sauf qu'il faut savoir que dans l'immeuble, il y a des appartements non meublés et il y a des appartements meublés. D'accord. Donc, les appartements non meublés se sont loués très rapidement. Et les appartements meublés, ça va être comme un peu tous les appartements meublés, dépendamment des saisons. Mais on voulait un investissement qui nous permette de diversifier les entrées d'argent. Bien sûr. Tu vois? Donc, Et, c'était ça l'idée. et hormis, bien sûr, le dernier étage, tous les appartements font 3 chambres. Oui. C'est oui, ça. Oui. Et les appartements meublés, est-ce que vous les commercialisez aussi sur les plateformes de court terme telles que Airbnb, etc. Tout à fait. Quand il y a des périodes de vide, en fait? Oui. Ça vous donne cette flexibilité? Exactement. C'est plus sur ces plateformes-là qu'on travaille pour juste avoir plus de possibilités. Tu sais, par exemple, s'il y a un événement au Sénégal, Oui. peut-être qu'il y aura moins de gens qui vont venir à ce moment-là au Sénégal. Au moins, on sait qu'on a sécurisé avec les appartements loués. Oui. Et lorsque c'est les fêtes de fin d'année ou l'été, on sait que les Airbnb fonctionnent bien. Et surtout que, comme je le dis, Cité Keur Gorgui, c'est quand même assez intéressant comme coin, à part les routes qui ne sont pas des plus belles. Donc, comme ça permet d'aller rapidement en ville, de régler tel ou tel autre point, il y a une bonne clientèle pour ce secteur. Bien sûr. Et ensuite, est-ce que certains clients deviennent des clients habitués, fidèles, gardent le contact avec vous et ça s'installe sur la durée? Tout à fait. Un client qui vient pour les fêtes de fin d'année et qui a aimé son séjour et le service qu'il a eu reviendra l'année d'après. Et on a des retours comme ça parce que justement les clients apprécient le service et on offre même un service de restauration
si jamais ils en ont besoin. Donc, les clients qui viennent en Airbnb et qui n'ont pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui va cuisiner pour eux, ben, ils peuvent commander leur plat et se font servir. Donc, c'est un petit plus. C'est quelque chose que Hadi Sangaré aussi partage dans son épisode qu'on a tourné ensemble de Immobilier d'Afrique sur Airbnb. Donc, c'est un point, l'hospitalité, la teranga, c'est un point qui est très important. Parce que je pense qu'il faut toujours amener quelque chose en plus quand on offre un service, surtout un service qu'on voit un peu partout. Oui. Il y a beaucoup d'appartements meublés, mais si vous offrez quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude d'offrir, vous marquez les esprits et ça donne envie de revenir. Et est-ce que tu peux nous donner 2 ou 3 leçons que tu as retirées d'avoir travaillé justement avec ton prestataire de construction comme tu as dit que ça ne s'est pas passé exactement comme tu voulais, est-ce qu'il y a 2 ou 3 leçons que tu peux nous dire, voilà, ça, je ne le refais plus, soyez attentifs à ça et soyez très vigilants à ça? C'est sûr que le premier point, c'est... il ne faut pas mélanger l'affect et le business. Ça, je pense qu'on l'a bien appris la leçon. Ouais. Le business, c'est le business. Et peut-être travailler avec quelqu'un qu'on considère déjà de manière affectueuse peut être un peu plus difficile par la suite parce que si quelque chose ne va pas bien, c'est un peu plus compliqué de se retourner vers la personne. Donc, je dirais que pour des gros pôles comme ça, vaut mieux travailler avec quelqu'un de manière vraiment plus professionnelle. Avoir un contrat bien établi, des règles, des livrables et autres, plutôt que d'aller sur un certain informel qu'on a tendance à faire. Parce qu'après, quand ça ne va pas bien, on a du mal à aller chercher les recours nécessaires. C'est clair. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Après, c'est sûr que tout ce qui est quantitatif de matériaux qui arrivent sur le chantier, comme je le disais, c'est bien d'avoir un deuxième œil ou un troisième œil, même s'il le faut, d'avoir quelqu'un d'autre qui va être plus neutre. Une chose qui est importante, c'est un bon bureau de contrôle. C'est ce qu'on avait, mais je sais maintenant par expérience qu'il ne faut pas hésiter à relancer le bureau de contrôle pour qu'il vienne faire ses... Ça, c'est un très bon conseil. Oui, ses analyses, ses investigations et le challenger. Si vous avez déjà remarqué quelque chose qui vous semble pas correct, même si c'est pas votre domaine, n'hésitez pas à en parler au bureau de contrôle pour que eux, ils puissent vérifier et voir s'ils émettent des réserves ou non. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Très bien. Ben, merci. Franchement, c'est des très, très bons conseils. Et avec cette expérience, comment est-ce que toi, tu as finalisé le projet immobilier? Comment ça s'est conclu? Et est-ce que tu te souviens des dernières semaines quand vous deviez livrer? Comment ça s'est passé? Comment vous avez fonctionné pour la fin du chantier? Mais écoute, l'avantage qu'on a eu, c'est que justement, comme on a pu choisir les autres propriétaires et on les a mis très tôt au courant de tout ce qui se passait. Donc, ils savaient que ce n'était pas évident avec le contracteur et qu'on a dû même terminer un peu par nous-mêmes. Et heureusement, ils ont eu cette compréhension-là que le marché sénégalais, des fois, peut être compliqué. Mais en fait, on n'a pas arrêté de travailler et d'améliorer, de remoderniser et de régler les petits problèmes qu'on voyait par-ci, par-là. Donc, je dirais qu'il n'y a pas eu de date de livraison en tant que telle, mais ça a été plus progressif. Donc, on a livré aux gens qui avaient acheté en premier lieu, parce que eux, au moins, ils pouvaient commencer à soit y habiter, soit eux-mêmes louer. Et petit à petit, comme les autres appartements nous appartenaient, on a pu corriger progressivement et mettre en location. Donc, c'est pas une livraison qui s'est faite entièrement un jour T, mais ça a été graduel. C'est sûr que par contre, quand on avait fini d'aménager l'appartement de ma mère, il y avait un beau sentiment, pour ma part en tout cas, de fierté, de me dire, ok, malgré le fait que ça a été un gros challenge, on a réussi à le faire et ça tombait pile poil où ma mère tombait à la retraite et revenait, donc elle était contente. C'était une satisfaction personnelle incroyable quand même. Et qu'est-ce que les notaires vous ont apporté dans tout le processus? Il y a quelque chose qui t'a marqué, que tu as pu extraire du notaire, qui t'a vraiment été utile? Alors, comme je le disais tout à l'heure, toute la partie financière et autres, c'était pas moi qui m'en occupais. D'accord. Là, c'était ma sœur qui s'occupait plus du côté notaire. On avait splitté un peu les rôles, mais le notaire qu'on a, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, donc... Et je sais que c'est important d'avoir cette bonne relation avec son notaire parce qu'il va toujours donner des bons conseils. Et nous, on a eu un notaire qui n'a pas hésité à nous donner pas mal de bons conseils tout le long du processus parce que justement, je pense que c'est pas parce qu'il avait pitié de nous, mais il sait que ça peut arriver à beaucoup de personnes, malheureusement. Donc, le notaire, choisir son bon notaire, c'est très important.
Merci déjà, Suzanne, pour ces premières informations très utiles. Ce que j'aime dans cette première partie, c'est que tu donnes des conseils par rapport à ton vécu, des tips qui sont très pertinents relatifs au bureau de contrôle, à la conception. Et j'apprécie également que tu aies une approche client-centric. C'est-à-dire que tu pars d'un besoin de marché. Après, on peut avoir tort, on peut avoir raison. Exact. Ça, seul Dieu le sait. Oui. Mais au moins, il y a le projet de dire, mon raisonnement, c'est pas de faire l'appartement que je veux, mais c'est l'appartement que je projette pour mes clients. Tout à Donc fait. ça, moi, c'est très, très, très enrichissant de revoir tout ça. Tu es à la tête de différentes entreprises maintenant. Donc, on va faire un focus un peu plus sur l'architecture d'intérieur et les activités périphériques. Donc, est-ce que déjà tu peux nous décrire quelles sont tes structures actuellement et globalement, en un mot, qu'est-ce qu'elles font chacune? Alors, j'ai ma première structure qui est Mouton Brun Design, où on fait de l'architecture d'intérieur. Par la suite, on a fait Mouton Brun Boutique, qui est une boutique en ligne qui offre des articles décoratifs. Et récemment, nous avons créé Mouton Brun Studio, qui est un studio de création de contenu. Ok, alors on va commencer par Mouton Brun Design, n'est-ce pas? Avant toute chose, d'où vient ce terme de mouton brun? On me pose souvent la question, mais alors comme je te l'ai dit, j'ai étudié et je suis diplômée en communication. Je sais à quel point le branding peut être important et qui reste dans la tête. Je voulais pas une boîte qui allait s'appeler Suzanne Design ou quelque chose comme ça, parce que c'est ce qu'il y a partout au Canada en tout cas. Je voulais quelque chose qui reste dans la tête des gens et qui fasse que tu me poses la question. C'est mouton brun. Tu dis, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est la tabaski? Est-ce que c'est une boucherie? Mais ça reste dans la tête. Donc déjà, je voulais quelque chose qui reste dans la tête. Oui. Mais au-delà de ça, quand j'étais petite, j'entendais autour de moi qu'on parle du mouton noir de la famille. Je sais pas si tu as déjà entendu cette expression. Bien sûr. C'est le mouton noir de la famille. Tu sais, c'est le petit bandit là qui fait n'importe quoi et tout. Et quand j'étais petite, quand j'entendais ça, je comprenais pas la signification. Et un jour, j'ai demandé à ma mère, pourquoi un tel et un tel se font appeler mouton noir de la famille? Et ma mère m'a dit, mais en fait, les gens ne comprennent pas. C'est souvent des gens qui ont un esprit très créatif, très ouvert, qui sont capables de faire plein de choses et qui peuvent pas être forcément dans un carcan habituel comme tout le monde. Et comme ils sont incompris, ils se rebellent un peu et autres, et on les traite de moutons noirs. Et j'avais trouvé ça très injuste face à ces gens créatifs et tout. Peut-être parce que moi, je venais d'une maison où, au contraire, on mettait en avant la créativité de chacun. Et donc, du coup, c'est toujours resté dans ma tête. Et je me suis toujours approchée des moutons noirs des classes, en fait. Dans une classe, il y avait un mouton noir. Il devenait mon ami directement parce que je savais qu'il avait autre chose à offrir. Et donc, quand j'ai créé ma boîte, je me suis dit, je ne veux pas être designer d'intérieur et faire ce que tout le monde fait. Je n'aime pas copier ou suivre le troupeau. Je préfère avoir un chemin différent, mais une différence qui plaît. C'est un peu d'ailleurs ma phrase, la différence qui plaît. Alors, je me suis dit, je ne suis pas un mouton qui va suivre un troupeau. Je ne suis pas un mouton noir parce que je ne fais pas de bêtises ou quoi que ce soit. Alors, je suis entre les deux. Donc, le marron se dit brun au Québec. Okay. Alors, c'est comme ça qu'est né Mouton Brun. Parce que tu sais, un troupeau, quand il y en a un qui tombe au niveau de la falaise, tout le monde suit. Hein. Oui. Et donc, nous, on est le Mouton Brun, la différence qui plaît. Magnifique. Alors là, on va repartir un peu dans nos cours de stratégie, d'université, école de commerce ou autre. Généralement, quand on crée une structure, on part d'un besoin, on répond à des problématiques. En tout cas, quand on essaye d'avoir une approche cartésienne. Oui. Et ensuite, on essaye de faire en sorte que cette réponse à ce besoin soit profitable et soit pérenne sur la durée. Donc, j'aimerais te poser ces questions-là par rapport à Mouton Brun Design. Quel a été le besoin que tu as identifié et quelles sont les problématiques que tu voulais résoudre à travers Mouton Brun Design? En fait, moi, je voulais démocratiser le design d'intérieur. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, quand on a une designer ou un designer d'intérieur, c'est qu'on est riche pour pouvoir se permettre d'offrir ce service-là. Alors que des fois, il suffit juste de faire un peu de home staging, c'est-à-dire changer 2-3 petites choses dans une pièce pour créer un univers qui va vous correspondre. Et mon premier objectif, c'était de montrer que non, on peut aménager chez soi, même si d'ailleurs le designer ne vient pas chez vous, parce que Mouton Brun Design au début était en ligne, était au Canada en ligne. Donc les gens pouvaient prendre des dimensions de leur pièce, prendre des photos, me dire un peu
ce qu'ils aimaient, ce qu'ils voulaient garder. Et moi, je pouvais leur trouver tous les articles qui se vendent autour de chez eux, qu'ils achètent. Je faisais des élévations des murs pour leur dire exactement où placer tel tableau, ainsi de suite. Et ainsi, ils pouvaient voir que eux-mêmes, ils pouvaient créer leur univers sans forcément se ruiner. Et ce que j'ai fait par rapport à ça sur le plan stratégique, c'est que moi, j'ai affiché mes prix en ligne sur mon site internet. Ce qui ne se fait pas en général, surtout dans mon milieu, j'en ai pas encore vu, mais j'ai affiché mes prix parce que je me dis comme ça, la personne qui vient, elle sait que je ne facture pas à la tête du client. Que vous soyez milliardaire ou que vous soyez millionnaire ou que vous ayez juste quelques petits fonds dans vos poches, vous savez que voici mes tarifs et je m'engage à vous offrir le même type de qualité, le même type de service. Et c'est comme ça que Mouton Brun Design a commencé. Par la suite, quand je suis venue au Sénégal pour ce projet de maison, mes clientes m'ont vraiment ont suscité cet intérêt parce que oui, elles ont les idées que je leur donne, mais des fois, elles avaient du mal à trouver la main-d'œuvre pour réaliser ça, parce qu'elles n'ont pas forcément le temps ou elles sont pas forcément habiles du marteau. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer Mouton Brun Design Sénégal en offrant du clé en main. Très bien, je comprends. Et donc, du coup, tu as offert déjà de la transparence, parce que c'est vrai que souvent, dans notre métier de l'immobilier, on souffre de l'opacité. Oui. À chaque fois que tu demandes quelque chose, ben, on doit attendre un devis. Et parfois, tu peux avoir la sensation que le devis, il dépend Il de dépend la même tête des du fois client. de ton accent. Exactement. Ouais. Alors, ça crée des suspicions, et ce qui fait qu'il y a une culture de la surnégociation. Oui. Ça veut dire que tout devis présenté, Oui. le premier réflexe, c'est de négocier. dire enlève 10%, enlève 15%, enlève 20%. Donc, il y a cette méfiance qui s'installe, et je trouve que la transparence que tu as établie, elle est très pertinente. Et il y a un autre point que tu as évoqué qui m'intéresse particulièrement, c'est de proposer du clé en main. Oui. Et d'aller jusqu'à l'exécution. Oui. Parce que beaucoup de gens l'ignorent, mais quand on fait de l'architecture d'intérieur, de l'intérieur design, le plus dur, ben, c'est pas de dessiner ou d'écrire le projet. Parce que ça, quand tu es créatif, Oui. tu es assez à l'aise, Oui. tu as une vision, tu le fais assez rapidement. Je vais même plus loin avec l'intelligence artificielle maintenant, tu le fais quasiment en un coup d'œil. Mais par contre, l'exécution se trouve à cet endroit, Oui. les plus gros défis. Tout à Et là fait. où il y a du défi, c'est là qu'il y a la valeur. Tout à Donc, fait. comment vous êtes parvenu à vous positionner dans l'exécution et quels a été les plus gros défis que tu as rencontrés quand il s'agit de commencer à exécuter, c'est-à-dire vraiment à faire des décloisonnements, à casser toute une salle de bain et ensuite à la refaire, à agrandir une cuisine. Oui. Quelle a été la réalité que vous avez rencontrée? Alors déjà, par rapport à l'expérience que j'avais eue dans la construction ici, pour cet immeuble, je m'étais dit, moi, pas de construction. Je ne veux rien savoir de ça. J'ai vu un peu comment ça travaillait et je connais ma rigueur et je suis assez directe. Je me suis dit, il risque d'y avoir beaucoup de clash si je rentre là-dedans. Donc, un de mes collaborateurs qui est menuisier de formation, qui travaille donc dans mon équipe depuis le début, c'est mon premier employé, lui est plus calme et plus posé. Donc, je lui ai dit, OK, tu vas être chef des opérations. Tu vas pouvoir parler aux artisans, aux ouvriers, parce que bon, moi, mon tempérament, il est un peu chaud, donc ça risque d'amener des clashs. Puis, avec mon petit accent choro, je passe pour la petite toubab et ça passe moins bien. Donc, déjà, j'ai scindé les rôles. Donc, des fois, je vais sur un chantier, il arrive, il me présente, il dit, c'est ma patronne, les gens me regardent, l'air de oui, c'est ça. Mais je suis correcte avec ça parce que j'ai compris que ça, c'était une de ses forces, c'est qu'il s'y connaît et aussi, il sait comment parler aux ouvriers, aux artisans pour faire avancer le projet. Alors que moi, je vais être un peu plus rude, donc j'ai divisé les choses. Mais ce qui a été pour moi un défi, et qui est toujours un défi, c'est de trouver les bons artisans, les bons ouvriers. On manque énormément de formation ici. On a des gens qui sont très talentueux, qui font de très belles choses, mais ils n'ont pas forcément la rigueur qui va avec. Ils vont pas être capables de vous faire un devis correct. Des fois, quand vous avez un menuisier qui vous donne un devis, vous le payez, puis il disparaît à un moment donné, c'est pas parce qu'il n'est pas sérieux, c'est parce qu'il a mal fait son calcul de devis. Et il réalise que la table qui devait coûter 100 000, en fait, lui revient à 120 000. Donc, il attend d'avoir d'autres contrats, d'autres projets pour pouvoir continuer votre projet. Ça arrive très souvent. Ils ne savent pas faire des devis parce que ce sont des gens qui ont appris le métier, mais sans apprendre à être eux-mêmes auto-entrepreneurs, sans avoir une certaine base d'entreprise, de comptabilité et autres pour pouvoir avancer. Donc, quand on travaille avec ces gens-là qui sont beaucoup dans l'informel,
c'est difficile. Et quand on travaille avec les gens, les entreprises qui sont bien établies de menuiserie et autres, ça a un certain coût parce que ces entreprises-là, bien entendu, forment, mais aussi ont des machines qui sont plus performantes, ce qui est normal. Mais ça, c'est compliqué à gérer et à faire comprendre aussi aux clients. Bon, vous pouvez avoir quelque chose de très bien, mais très cher, ou vous pouvez avoir quelque chose sans trop regarder sur les petits détails, mais plus raisonnable. C'est là où on a un gros challenge par rapport à ça. Mais pour casser une cuisine, il n'y a pas de souci. Pour faire une cuisine, il n'y a pas de souci. Mais j'évite de construire. J'évite de faire le second œuvre des gens parce que je pars du principe que je ne suis pas une spécialiste dans ça. Il faut connaître ses limites. Agrandir une pièce, décloisonner et autres, c'est dans nos capacités. Chez Mouton Brun Design, il y a des ingénieurs en génie civil, des techniciens en génie civil, des architectes. Il n'y a pas de problème. Mais dans la construction, où il faut s'assurer que la finition soit bien faite, je n'ai pas les outils qu'il faut pour ça, donc j'évite de rentrer dans ça. Bien sûr. Je fais le suivi, mais je ne fais pas moi-même l'exécution. C'est très, très déjà intéressant ce que tu dis par rapport à la spécialisation. Trouver les bonnes compétences et savoir déléguer aux experts. Je constate qu'il y a de plus en plus d'investissements directs de l'étranger. Donc, des personnes qui vivent en France, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, et qui ont des grosses exigences. Oui. Et quand ils arrivent pour construire au Congo, au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, ils viennent avec la réalité du pays occidental en Afrique. Oui. Et quand ils ont un intermédiaire comme vous, qui ressemble à une grande boîte internationale, moderne, ils traduisent toutes leurs exigences sur vous. Et en gros, ils vous disent, tu te débrouilles. C'est ça. Moi, je veux que tu reconstitues Bruxelles à Dakar. Que tu me fasses Montréal à Cotonou. Comment vous faites-vous pour ensuite absorber cette charge-là et ensuite la traduire dans la réalité du terrain? Et dernière question, est-ce que vous avez parfois des abandons où vous dites tout simplement « je ne pourrai pas y arriver » parce qu'en fait, c'est trop difficile de créer cette illusion de perfection, je mets des guillemets, occidentale? Tu sais, il nous est arrivé d'avoir des projets où on a perdu de l'argent. C'est-à-dire qu'on n'en a pas gagné et on a perdu, on est dans le négatif. Pourquoi? Parce qu'un artisan va faire un meuble, je prends toujours l'exemple de la table, mais il ne va pas le faire aux normes du client. Et le client nous dit non, je n'accepte pas, il faut reprendre. Mais on reprend à nos frais parce que l'artisan, le pauvre, on sait que c'est ça son budget, il a déjà tout dépensé, il ne pourra pas refaire, mais on refait en fait. Et il nous est déjà arrivé avec des clients de faire 2-3 fois. Après, on a rendu l'argent au client, on a dit non, s'il vous plaît, monsieur le client, on vous rend l'argent, continuez ça vous-même parce qu'on n'en peut plus. Et ça, c'est très difficile, oui. Donc, on essaye, on a beau l'écrire dans nos contrats de dire que oui, on travaille avec des personnes tierces, donc on ne peut pas garantir l'exécution, mais au millimètre près bien sûr. De ce que vous voulez. Par contre, on s'engage à faire vraiment tous les suivis qu'il faut, humainement parlant, pour le faire. Et c'est pour ça que je dis, il faut des fois ne pas être trop regardant sur les finitions, mais regarder la beauté dans son ensemble. Bien sûr. Si on veut quelque chose de très linéaire, très carré, bien fait, il y a des entreprises qui le font et ça va avec un certain coût aussi. Tout à fait. Et ce que tu dis, ça soulève l'importance pour les États de se concentrer sur ce tissu artisanal, mais non pas uniquement de manière caricaturale, en prenant 2-3 artisans qui ont fait des objets rares et en les amenant dans une foire ou dans un festival à Rio ou à Paris ou à Tokyo et de dire on soutient l'artisanat. Mais c'est d'avoir une vraie démarche en profondeur avec des écoles, avec des formations, avec des formations gratuites aux meilleurs, avec des aides fiscales, avec un vrai accompagnement et une vraie culture de l'excellence pour les artisans. Parce que si on s'y prend pas, mais qui va venir le faire pour ces pays africains, en fait? Et tu sais, pour nous, c'est... à un moment donné, c'était un projet que je voulais faire, peut-être que je le ferai un jour, mais ça demande de l'investissement aussi pour moi. C'est que je m'étais dit que justement, j'allais créer une école pour former toutes ces personnes qui ont tellement de bonne volonté. Moi, les artisans, je les appelle à pas d'heure, ils viennent. Tu viendrais un dimanche, tu les verrais en train de travailler, ils n'ont pas de jour off ni rien, ils travaillent tout le temps, mais ils n'ont juste pas ce qu'il faut. Et c'était un de nos projets, à un moment donné, on s'est dit, on devrait créer une école comme ça, avoir nos propres artisans. Mais bon,
Il faut avancer sur ça et budgétiser. Mais oui, si l'État pouvait aider un peu plus. Il y a quelques écoles de formation qui arrivent, mais je trouve qui existent, mais qui ne sont pas encore assez complètes. Et comme je te dis, le côté aussi réalisation de devis, c'est primordial pour un artisan. Quand l'artisan fait son devis, pense que là, il va gagner beaucoup, mais après, quand on lui donne l'argent, il réalise que tout est parti dans les achats et qu'il n'a plus rien, il est démotivé. Bien sûr. J'aimerais également te demander, par rapport aux besoins des clients, est-ce que ça t'arrive parfois de recevoir des demandes que tu trouves complètement incohérentes et d'être amené d'œuvrer pour les corriger ou de réorienter tes clients sous peine que soit ils n'arrivent pas à louer, soit ils perdent de l'argent ou que ce soit inutile? Est-ce que tu peux nous en dire juste un petit peu plus et nous citer un exemple, par exemple? Mais écoute, déjà, c'est sûr que chaque entreprise de design d'intérieur, agence, a son style un peu. Des fois, on peut avoir des demandes qui sont vraiment pas de notre style. C'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'on ne sait pas faire parce que c'est un style qui peut être des fois un peu trop différent pour nous. Et à ce moment-là, on n'hésite pas à le dire au client, dire ok, monsieur client, on n'a jamais fait ce style-là, mais on pense que tel autre style pourrait vous convenir et pourrait aller avec. Si le client est ouvert, tant mieux. Et là, en ce moment, je le vis. J'ai des clientes qui sont gambiennes, donc elles vivent aux États-Unis, mais elles ont une maison en Gambie qu'elles veulent aménager. On est déjà en train de faire les cuisines de cette maison-là et on leur a demandé de nous envoyer un peu les styles de mobilier qu'elles aimeraient avoir parce que je dois partir prochainement en Chine justement acheter du mobilier pour elles. Et elles m'ont montré un style qui est très ancien temps baroque. Tu vois, comme on faisait avant, avec beaucoup de Louis XIV et baroque, un peu des très bling-bling. moulures. Oui, mais les moulures, ça va, ça dépend des moulures. Non, mais les moulures très travaillées. Exactement. Oui, voilà. C'est un style qui ne me parle pas personnellement et donc c'est difficile pour moi de pouvoir aménager ce style-là. Donc là, ce que je leur ai proposé, c'est un style similaire, mais plus contemporain. Donc, je dis pas non au client, mais je dis, OK, monsieur client, j'explique la vraie chose. Je ne suis pas très à l'aise avec ça parce que ça sort de ce que je sais faire, mais je pense que même pour du long terme, ça, ce serait mieux. Et elles ont accepté. Bien sûr. Donc, on n'hésite pas à aiguillonner le client ou des fois, un client va vouloir des carreaux bien spécifiques dans sa salle de bain. On va lui expliquer que oui, c'est joli sur papier, mais pour l'entretien, ça va être compliqué. Et donc, on suggère une alternative. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner ton regard sur la promotion immobilière au Sénégal en ce moment? Comment tu vois ce secteur de manière générale avant qu'on applaudisse dans des questions plus spécifiques? Ben, écoute, on voit qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sortent de terre. On dirait que toutes les maisons se transforment en immeubles en ce moment. C'est bien et pas bien selon moi parce que je trouve qu'on perd le charme de Dakar. À un moment donné, j'étais restée 5 ans presque sans venir au Sénégal. Et quand je suis venue, tout avait changé. Tout avait changé visuellement, c'était pas comme dans mes souvenirs et je ne trouvais pas que c'était forcément positif parce que on perd certains charmes qu'on avait et je trouve ça dommage. Après, je comprends qu'il y a une forte concentration de personnes ici, mais je pense qu'on devrait délocaliser le plus possible. Je vois que maintenant sur la Petite Côte, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui vivent maintenant sur la Petite Côte et qui viennent travailler ici, mais qui commencent à délocaliser un peu plus leur résidence principale. Ça, je trouve que c'est un bon côté pour désengorger Dakar. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'immeubles en construction, mais avec des constructions qui s'arrêtent. Tout à fait. Et qui s'arrêtent depuis plusieurs années. Absolument. En fait. Donc là, je me dis que c'est là où peut-être les financements et autres n'a peut-être pas été des meilleurs, tu vois, parce que je me dis, si tout avait été bien embriqué, tout fonctionnait bien, ça devrait continuer et on devrait pas avoir un immeuble qui traîne ici depuis 2-3 ans avec personne à l'intérieur et à moitié terminé. Bien sûr. Donc, je pense qu'on doit quand même un peu plus régulariser ça ou peut-être aussi accompagner ces investisseurs-là qui veulent créer leur immeuble et les aider à mieux structurer, à mieux préparer leur futur investissement pour qu'ils voient le jour réellement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose à faire parce que quand tu vois le paysage sénégalais, en tout cas à Dakar, et que tu vois plein d'immeubles presque terminés mais jamais terminés, je trouve que ça gâte de la beauté de l'urbanisme ici. Et pour faire un petit crochet sur ce que tu dis par rapport au financement et par rapport aux constructions arrêtées, c'est un point très important. Et effectivement, tu constates qu'il y a beaucoup de personnes qui font leur projection financière de manière trop optimiste. Ça veut dire qu'ils se disent « Ah, je vais vendre tous mes appartements
en 1 ou 2 mois Oui, à 1,6 million le mètre carré. oui, Et avec cette somme-là, je sais que je vais m'en sortir. oui. Mais si jamais on fait un scénario alternatif où tu vends que la moitié des appartements Mhm, au bout de 4 mois et à 1,1 million le mètre carré, mhm. que devient ton projet là? Est-ce qu'il survit? Ouais. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, nous, dans l'analyse financière, quand on faisait des analyses pour des projets hôteliers, Ouais. on appelle ça des stress cases, Mhm, des analyses de sensibilité, mhm. pour savoir à quel point ton projet est sensible à une variation à la baisse. Et si quand il y a une forte variation à la baisse, ton projet ne survit pas, Mhm. il faut que tu te poses des questions. Et souvent, on a ce côté un peu, je crois, et un côté un peu spirituel de dire, l'argent viendra. Il y a le Donc je barna. commence, il Ouais. y a la barna, l'argent va venir. Et je pense que quand on rentre dans un projet immobilier, Oui, il faut le voir comme un réel investissement. Mais un investissement, on doit mesurer les risques tout à qui fait. vont avec. Et comme tu dis, avoir des projections, oui, optimistes si on veut, mais aussi pessimistes. Tout à fait. Et s'assurer de ça et être bien entouré et bien outillé. Chercher des financiers, des experts dans le domaine qui vont vous conseiller, qui vont analyser votre projet, la viabilité de votre projet, mais également le secteur où vous allez le faire. Si vous implantez un immeuble pour faire de la location meublée dans un coin où il n'y a pas beaucoup de flux ou qui fait partie des zones déconseillées par les Nations Unies ou certains organismes, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il y a ça aussi. Certains expatriés, quand ils viennent, on leur dit où est-ce qu'ils doivent habiter, dans quel type de quartier ils doivent habiter. Alors que nous, quand on construit et qu'on fait un appartement, on se dit « Ah, j'aurai quelqu'un d'une entreprise qui va rester 1 an ou 2. » Bien sûr. Est-ce que tu es dans la bonne zone? Et ce sont des zones qu'on peut découvrir et connaître. Mais il faut analyser un peu le tout, savoir si c'est une meilleure zone pour vendre ou pour faire de la location. Vous, les experts, vous y connaissez un peu plus. Mais je pense que c'est important de se former par rapport à tout ça avant de créer son bien immobilier. Absolument. Et je rajouterais en plus qu'il y a beaucoup de biais. Ça veut dire que si dans ma famille, j'ai hérité d'un terrain que nous, on trouve magnifique depuis des générations, il est génial, il est super, on aura tendance à se projeter sur un jackpot. Oui. En se disant, ça va mettre toute la famille à l'abri, ça va faire toute la différence générationnelle. Donc, on est prêt à plutôt écouter les bruits et les conseils de ceux qui disent, mais tu devrais vendre ça très cher, tu devrais minimum faire ça, minimum faire tel type de projet. Alors qu'il y a parfois une analyse très froide et très rationnelle à avoir. Je vais même dans l'extrême. Parfois, il faut juste le revendre et commencer un projet ailleurs. Tout à fait. On n'est pas obligé de partir de là où on est. Si la réalité du marché, elle ne dit pas oui à ton projet, il ne faut pas faire l'autruche et mettre la tête dans le sable. Mais aussi, est-ce qu'on est toujours obligé d'investir? Eh bien, exactement. Parce que Bien sûr. souvent, on peut penser ça. On a un terrain, on dit, ah, ok, il faudrait que tu construises, tu as un bon terrain. Mais comme tu le dis, des fois, tu peux le vendre Absolument. et te créer autre chose qui te correspond plus, qui correspond plus aussi à ta vision de la vie. C'est vrai qu'on veut tous gagner plus que si on est salarié, plus que ce que le salaire nous permet d'avoir. Mais il faut voir où est-ce qu'on investit. Investir en immobilier, oui, on le sait que c'est très intéressant, mais ça dépend des endroits, Absolument. ça dépend de l'organisation qu'il y a derrière, mais aussi du suivi qu'il va y avoir aussi. Est-ce qu'on est capable de faire de la bonne publicité? Moi, j'ai déjà visité des appartements très beaux, très bien faits, mais qui n'arrivaient pas à se vendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les bons supports communicationnels, les bonnes relations pour pouvoir montrer et exposer ça un peu plus au grand public, avec des prix corrects. Tout à fait. Et donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte pour pouvoir avoir un projet viable et fonctionnel. Et en ce qui concerne la terre, bon, il faut savoir que sur le continent africain, et je vois la même chose en Haïti d'ailleurs, la terre, c'est précieux. Ça veut dire que en Afrique, on ne se sépare pas de sa terre comme ça, de manière froide et irrationnelle. Même si tous les indicateurs disent il faut vendre maintenant, il y aura un petit quelque chose d'irrationnel. Un petit pic là. Et il y a une expression qui s'appelle l'aversion à la dépossession. C'est lorsque je refuse de me séparer de quelque chose parce que je lui accorde une valeur émotionnelle ou affective supérieure. Et en fait, ça a vraiment changé le marché de l'immobilier dans beaucoup de capitales. Parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui détiennent le carré de terre qui dictent les règles du jeu. Parce qu'il y a beaucoup de promoteurs qui, eux, ne sont pas propriétaires de leur terrain, n'ont tout simplement pas les possibilités financières de faire une acquisition d'un coup d'un terrain hyper bien placé, parce que les projets qui se vendent le mieux
doivent être placés à des endroits stratégiques. Et à ces endroits-là, la terre coûte cher. Oui. Donc, si tu veux acheter à Fan Résidence, à Cocody Ambassade, au plateau à Abidjan, aux deux plateaux à Fidjurosé ou à la Evive à Cotonou, à Kaloum à Conakry, tu veux acheter dans ces centres de qualité, tu vas payer cher. Et souvent, les propriétaires de terrain proposent ou se voient proposer des partenariats tripartites. Oui. Tu mets ton terrain et le promoteur va construire et il va faire l'effort de commercialisation. Oui. Mais le problème, c'est que parfois, quand le propriétaire du terrain en demande beaucoup, le promoteur, lui, pour ne pas rater l'opportunité, il va dire « Bon, ok, je te donnerai beaucoup d'appartements en échange de ton terrain. Ouais. » Et lui, le promoteur se dit « Je vais me rattraper en vendant les appartements plus chers. » Et cette réalité-là, ben, parfois, elle crée un équilibre qui ne se produit pas. Parce que quand tu dis « Je vais vendre plus cher », c'est pas dit que tu trouveras un consommateur qui sera prêt à acheter. Et aussi, il y a quelque chose que beaucoup de promoteurs font, ou que je vois en tout cas, et j'ai une question par rapport à ça, c'est que on va souvent parler d'appartements luxueux, haut standing. Est-ce que tu trouves que les appartements qui sont nommés haut standing sont vraiment du haut standing? Parce que personnellement, moi, je ne trouve pas que ce soit du haut standing, mais je me dis peut-être que pour un promoteur, c'est le cas? Je viens officiellement de trouver ma co-host, Suzanne. Maintenant, on va co-animer Immobilier d'Afrique. Un jour, on va faire un épisode à deux. On va faire co-host comme les shows américains où il y a deux... Mais oui, mais... Avec des tasses et tout, on va faire ça. Écoute, excellente question. Ouais. Moi, je vais déjà faire un parallèle avec l'hôtellerie. Les hôtels Ibis. Oui. Quand tu voyages dans le monde, tu te dis que c'est un produit entrée de gamme, économique. Oui. Mais un produit qui se vend à 80, 90 000, 100 000 francs la nuitée. Tu fais 10 nuitées, tu payes 1 million. Oui. Est-ce que quelque chose qui se vend à 1 million, on peut le mettre dans la catégorie de l'entrée de gamme? De par son prix, tu peux pas déjà. Oui. Donc du coup, une fois qu'on se dit ça, moi, je soulève la question de la notion d'offre et de demande. Il y a beaucoup de produits aujourd'hui dans l'immobilier qui, dans leurs caractéristiques intrinsèques, ne sont pas les matériaux les plus précieux, ne sont pas les surfaces les plus grandes, n'ont pas la luminosité la plus pertinente, n'ont pas les constructions les mieux conçues, n'ont pas le niveau de finition le plus nec plus ultra du marché. Mais comme le rapport de l'offre et la demande fait qu'il n'y a pas beaucoup de biens disponibles F2 dans tel quartier, dès qu'il y en a un qui est disponible, il s'échange à un prix d'or. Donc, je fais maintenant la différence entre la valeur et le prix. Et surtout qu'on est dans un contexte où maintenant, tout le monde dit haut de gamme. C'est ça. Tu verras personne écrire « Je fais de l'économique, je fais du moyen de gamme. Tout le monde dit que je fais du haut de gamme. Et puis ceux qui se sentent au-dessus du haut de gamme, ils disent je fais de l'ultra haut de gamme, je fais de l'exceptionnel. Donc ça, c'est du branding. Mais la réalité est que on est dans une réalité d'offre et de demande. C'est ça pour moi qui dicte plus les choses que quand tu vas sur le terrain. Parfois, effectivement, il y a des choses qui s'appellent haut de gamme. Moi, je suis pas là pour avoir de l'émotion et dire c'est bien, c'est pas bien. Je regarde des critères. La surface, la taille des chambres, la taille du salon, la luminosité, la surface au mètre carré qui est construite pour de l'habitation et la surface qui est laissée pour la vie. Une salle polyvalente, une salle de sport, la qualité de la salle de sport, le nombre de places de parking. Est-ce que tu as 2 places de parking par appartement ou est-ce que tu en as aucune? La hauteur sous plafond. Regardons ces critères-là et arrêtons de nous échanger des joutes verbales de haut de gamme ou pas haut de gamme. En conclusion, pour moi, haut de gamme, pas haut de gamme, dans un marché qui n'est pas encore stabilisé, pas encore mature. Pour l'instant, c'est beaucoup de sémantique, c'est beaucoup de mots, c'est beaucoup de marketing. Maintenant, dans la réalité, il faut se pencher sur des critères pour moi. Toi, qu'est-ce que tu en penses et quelle est ton analyse par rapport à ça? Mais en fait, tu sais, ce que je remarque, et je pense que c'est pour ça, justement, comme tu parles de l'offre et de la demande, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'immeubles qui se construisent, c'est que ce sont des particuliers qui ont besoin, souvent, d'avoir justement une rentrée d'argent supplémentaire et tout ça, qui créent leur immeuble et qui décident que c'est du haut de gamme. En fait, c'est souvent ce que je vois, c'est oui, je fais un appartement haut de gamme. Alors que toi et moi, on sait que justement les matériaux, ne serait-ce que le carreau qui est utilisé peut être très différent et les finitions qui vont avec. Mais
je pense que ça fait plaisir aux gens de dire qu'ils font du haut de gamme, mais du coup, ça biaise ce mot haut de gamme. Moi, maintenant, quand j'entends haut de gamme, je sais que bon, le haut de gamme peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et nous, en design d'intérieur, on essaie de montrer ça aux clients. On leur dit, regardez, le carreau là que vous achetez, ça, c'est cheap. Ce carreau-là, c'est un peu plus haut de gamme. Et on essaie de leur montrer ça, mais après, tout dépend du budget. Donc, on peut avoir un petit budget, mais vouloir quelque chose de grand, et ce qui est bien. Mais à ce moment-là, quand on le fait, on part du principe qu'on a du haut de gamme. C'est très subjectif maintenant. Et c'est un terme qui n'est pas... Je sais, quand on prend les étoiles, 1, 2, 3 étoiles, 5 étoiles pour les hôtels. Normalement, il y a quelqu'un une structure qui régit ces étoiles-là. Peut-être pas dans tous les pays, mais dans certains pays, c'est le cas. Et je pense que ici, sur le plan immobilier, on devrait avoir un peu ces petites étoiles-là qui peuvent vraiment définir si c'est du haut de gamme ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent justement depuis l'étranger et ils arrivent, ils visitent, on leur dit oui, c'est du haut de gamme, mais ils y croient. Bien sûr. Alors que ça l'est peut-être pas. Et je pense que si on avait une réglementation par rapport à ça, qui vient constater et dire, OK, suivant les matériaux, suivant les dimensions et autres, on est sur du 3 étoiles, on est sur du 4 étoiles, ça permettrait et ça donnerait un peu plus de challenge, même aussi aux promoteurs immobiliers, de monter en échelon et de proposer du vrai haut de gamme, selon moi. Oui, je comprends et je te rejoins. Et je rajouterais aussi que c'est pour ça que j'ai créé aussi ce podcast. Parce qu'en fait, je veux que les personnes disposent des outils critiques pour eux-mêmes se faire leur propre avis et de poser les bonnes questions. Ça veut dire que je l'ai dit au tout début du podcast, saison 1, épisode 1, on n'est pas là pour donner des réponses, mais pour contribuer à poser les bonnes questions. Exact. Pour qu'une personne arrive sur un chantier et qu'elle demande est-ce que vous avez un titre foncier ? Est-ce que vous avez un permis de construire ? Est-ce que vous pouvez me donner le bureau de contrôle ? Est-ce que vous avez des plans architecturaux visés ? Est-ce que vous avez pris un intérieur design pour faire les intérieurs ? Quelle est la hauteur sous plafond ? Quelles sont les surfaces ? Quelle est la philosophie de décoration ? Je sais pas. Qu'elle pose les bonnes questions. Qui fait le gros œuvre ? Qui fait le second œuvre ? Est-ce que c'est importé ou pas ? Quels sont les délais ? Quelles sont les clauses de retard de livraison ? Moi, mon sujet, c'est qu'on se pose des questions. Parce qu'en final, et ça, j'invite vraiment la diaspora à ne pas tomber dans l'effet de précipitation. Souvent, la diaspora tombe dans la FOMO, la fear of missing out. Donc, l'idée de se dire, vite, il faut que j'investisse à Dakar, il faut que j'investisse à Sali, à Assini, à Abidjan, à Kribi, à Douala, à Cotonou, vite, parce que sinon, je vais rater le coche. Et c'est dans la précipitation que se cachent la plupart des erreurs quand tu écoutes les histoires de ceux qui ont vécu des mauvaises anecdotes. Je te dis, j'en entends beaucoup dans mon milieu parce que justement, j'ai beaucoup de gens de la diaspora, des clients de la diaspora qui vivent ça, qui se disent non, il faut qu'ils achètent, il faut qu'ils fassent. Comme je te dis, par exemple, pour les appartements meublés, j'en ai beaucoup qui disent, OK, je veux acheter pour en faire un appartement meublé. Et des fois, je leur demande, je dis, mais est-ce que vous avez analysé un peu le marché ? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure option ? Parce que vous pouvez aussi louer du non meublé. Et ils sont tous intéressés par le meublé, mais par la suite, eux-mêmes, ils réalisent ça, que dépendamment du secteur, de l'endroit où ça se trouve, il y a une différence, une approche. J'aime beaucoup ce que tu dis. Et j'en parlais dans la saison 1 du podcast. C'est que même pour la décision de louer meublé ou non meublé, l'approche doit être froide et cartésienne. Totalement. Tu as un appartement, une chambre salon, aux 2 plateaux, à Abidjan. Tu l'as acheté 50 millions et tu décides de le mettre en location. Tu hésites entre le mettre en meublé et en non meublé. Déjà, tu prends le coût des travaux donc, et le coût d'ameublement. Si tu en es sur à peu près 15 millions de francs CFA, donc tu vas être sur un coût total de 65 millions. Là, tu te poses la question simple. Combien de loyers en plus je vais percevoir si je mets cet appartement en meublé ? Si en non meublé, j'allais percevoir 600 000 francs CFA et qu'en meublant, je vais percevoir 200 000 francs CFA, il faut que je me dise que investir 15 millions va me rapporter 200 000 francs CFA par mois en plus
Mais tu vois, Donc ça, c'est mathématique. ce sont les projections. Absolument. Et c'est souvent ces projections-là que tout le monde ne fait pas. Il y en a qui Tout le à font, fait. mais tout le monde ne le fait pas pour voir à quel moment on amortit l'investissement, à quel moment ça devient réellement Mhm. intéressant et rentable. Et aussi, tu vois, il y a aussi d'autres frais connexes qu'on oublie dans nos calculs. Donc, on va penser au fait qu'on a acheté, au fait qu'on a payé le mobilier, mais on oublie qu'il y aura les frais de copropriété, qu'il y aura l'Internet et tout. Donc, des fois, je vois certains calculs que mes clients font et je leur dis, ah, mais vous avez peut-être oublié ça et ça et ça. Bien Et ça sûr. change de beaucoup le Absolument. résultat final, tu vois. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est sur ça où les gens ont besoin d'être accompagnés avant de faire leur choix. Oui. Oui. Et ce que je veux, et pour aller dans ton sens, c'est pour euh, aller plus loin sur l'exemple que j'ai donné. Donc, sur l'exemple où tu as mis tes 15 millions de meubles et de travaux pour gagner 200 000 en plus, ça veut dire qu'à l'année, ça va te faire 2,4 millions. Donc, ça veut dire que tu auras une rentabilité à peu près de 15%. Ouais. Donc, ça va te mettre 6 ans à juste rembourser tes meubles. Ouais. Ça veut dire que tu vas même pas gagner de l'argent. Ouais. Tu vas prendre 6 ans pour rembourser tes meubles. On parle même pas du 50 millions d'achats. Exactement. Et quand tu mets tes 6 ans pour rembourser tes meubles, la durée de vie d'un mobilier, ça peut aller entre 5 ans. Et 8 ans quand tu as de la très bonne qualité. Ça veut dire qu'il va te rester que 2 ans pour profiter de la rentabilité de ton choix. Mais par contre, si jamais entre le non meublé 500 000 et le meublé, là tu avais par exemple 500 000 de différence et que tu pouvais louer à 1 million, là ça fait que par an tu gagnes à peu près 6 millions de plus-value et là ça fait qu'en moins de 3 ans tu amortis tes meubles. Et là ça devient intéressant de se dire que les 3 années ou 4 années qui suivront, je vais être rentable. Donc comme tu dis, c'est vraiment une question de projection et de rentabilité. Oui, c'est très important. Et par rapport à Mouton Brun, comment est-ce que toi tu traites avec les promoteurs? Ça veut dire que historiquement, on se dit que quand on fait appel à une boîte d'intérieur design, ça va plutôt être un particulier qui veut faire son appartement, sa villa, sa maison. Mais je sais que tu travailles aussi avec les promoteurs. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en bref jusqu'où va cette relation? Comment vous bossez ensemble et quelles sont les valeurs ajoutées qu'ils perçoivent dans vos services? Ben alors, il faut savoir qu'un promoteur immobilier va avoir en général son architecte et autres, mais il n'a pas forcément toujours un architecte d'intérieur. Et je pense que de plus en plus, les promoteurs immobiliers comprennent l'importance d'avoir un architecte d'intérieur dans leur sphère, en fait. Alors, on a des promoteurs immobiliers qui nous viennent avec des plans et nous, on fait des propositions sur des petits correctifs à apporter au niveau des plans. Ça peut être par rapport aux prises électriques. Nous, ce qui nous anime, c'est de s'assurer que les pièces soient fonctionnelles. Et des fois, on va penser à des choses auxquelles les promoteurs ne vont pas forcément penser, ou l'architecte en tant que tel. Où placer les prises exactement. On sait qu'en ce moment, les styles de lit font que les tables de chevet vont être à peu près à telle hauteur. Où mettre la prise pour les tables de chevet. On aime de plus en plus pouvoir éteindre de son lit au lieu de se lever. Ce sont des petits détails auxquels les gens ne pensent pas forcément. Mais on va faire aussi des propositions de matériaux. Donc, le type de carreaux, le type de plafond, les portes, les poignées, les lumières qui seront fixes, les lumières que les gens pourront rajouter. On joue avec cette luminosité-là, par exemple, combien de Kelvin on va mettre dans les LED, dépendamment de l'exposition face à la lumière qu'on a dans une pièce. Bien sûr. Ce sont des petits détails que nous abordons, mais aussi, on va faire des dessins de cuisine et de dressing et d'armoire, parce que pour une cuisine, c'est bien beau d'avoir une belle cuisine, mais est-ce qu'elle est vraiment fonctionnelle? Absolument. Est-ce qu'elle répond vraiment aux besoins de votre clientèle cible? Parce que, par exemple, ce que je vois souvent ici, c'est qu'à Dakar, on va penser à faire une belle cuisine, mais il n'y a pas d'espace pour la femme de ménage. Où est-ce qu'elle s'assoit pour manger dans votre cuisine? Parce qu'elle ne mange pas forcément à table. Parce que en Occident, on n'a pas forcément de femme de ménage, on n'a pas besoin de cet espace en plus. Mais au Sénégal, on a ça. Et quand on est dans un appartement, on a besoin de cet espace-là. Tout à fait. Où est-ce qu'elle va se laver? Est-ce qu'elle va utiliser une de vos douches ou est-ce qu'il y a une douche dans l'immeuble? Si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a une douche qui sert peut-être de toilette visiteur ou il pourrait y avoir des sorties qu'il faut pour qu'elle puisse se laver si vous ne voulez pas qu'elle accède à vos douches personnelles? C'est plein de petits détails auxquels on ne pense pas forcément. La buanderie. Nos buanderies ne sont pas conçues de la même manière que les buanderies à l'occidental. Nous, on repasse beaucoup. Alors qu'en Occident, maintenant, on a des sécheuses qui vont repasser en même temps à l'intérieur. On a juste un tout petit peu. Mais nous, on étale le linge souvent parce qu'on n'aime pas trop utiliser le sèche-linge. Donc, comment ajuster le tout?
On va analyser aussi le fait qu'un enfant il évolue, on lui souhaite de grandir et souvent dans l'aménagement qu'on va faire, les gens pensent à l'enfant quand il a 2 ans, mais ne pensent pas forcément à l'enfant quand il aura 5 ans. Donc on va essayer de proposer aussi du mobilier qui va évoluer avec le temps. Donc les promoteurs immobiliers, quand ils ont des appartements témoins, on leur propose ce genre de service-là où on Bien va sûr. ajuster l'aménagement en Hmm. fonction de la clientèle qu'ils ciblent et aussi les matériaux qui vont être durables parce que quand vous construisez, oui, les meubles, au bout de 5 ans, vous pouvez les changer, mais les carreaux, vous n'avez pas envie de les casser au bout de 5 ans. Mm. Donc, si vous prenez quelque chose qui est très tendance du moment, Mm. attendez-vous à ce que peut-être dans quelques temps, les gens se lassent de ça et vous perdez peut-être la valeur de votre immeuble juste à cause de certains choix. Et du coup, avec ton expérience d'avoir pu retravailler sur des plans de promoteurs, apporter des corrections, et surtout des corrections pratiques, est-ce que tu as en tête 1 ou 2 aspects très pratiques que tu recommandes à tous ceux qui achètent en VFA de vérifier sur les plans et les plans d'implantation? Exemple, de plus en plus, je vois des fours qui sont encore mis en bas, Oui, alors qu'on n'a pas envie de se casser le dos à aller rechercher un gâteau ou un poulet rôti. tout à fait. On les met de plus en plus à hauteur d'homme. Oui. Est-ce que tu as d'autres tips comme ça à vérifier quand on est client, on achète chez Le un panier promoteur? des abyssales. Ok, On oublie de l'intégrer dans le dressing, en fait. ok, Un panier des abyssales. Donc, du coup, on peut avoir une superbe chambre, oui, une belle armoire, mais on a le panier posé à côté. très bien. Le Parce qu'on panier n'a des pas abyssales, pensé à le mettre forcément dans l'armoire en tant que tel. Donc, qui a envie de voir son panier maintenant des abyssales traîner tout à soit fait. ici ou dans la salle de bain? Oui, Les coffres. oui. Les coffres forts. Donc, souvent, on va avoir des gens qui vont venir s'installer et après, ils vont voir où fixer le coffre dans leur Très chambre bien. ou ailleurs. Le prévoir tout de suite. Alors qu'on peut le prévoir et on peut même prévoir des coffres cachés. Mhm. Ça, j'aime bien faire ça. Donc, je vous dirai pas comment je les cache, mais prévoir des coffres cachés que les gens peuvent installer par la suite et qui passent incognito. Toi, tu regardes les films d'espionnage, de Et FBI. moi, je suis très sécurité et tout, donc je pense un peu à pas mal de choses comme ça. Ok, Mais aussi, de plus en plus, on pense enfin, les gens aiment bien avoir une cuisine à l'américaine oui. dans le salon, Mhm. mais nos cuisines à nous, africaines, sentent fort des fois. Est-ce que c'est forcément pratique de l'avoir quand on est en plus dans un appartement? Une maison, on peut se dire qu'on a peut-être 2-3 cuisines. Ça va, on peut se permettre d'avoir une jolie cuisine Tout à fait. visuelle parce qu'on sait qu'on a la cuisine africaine à côté. Oui, Mais si on est dans un appartement et qu'on a une seule cuisine et qu'on veut cuisiner, moi j'adore le soupe kanje, mais je sais que ça reste dans l'appartement pendant longtemps. Quelles sont les options? On peut avoir notre cuisine américaine, mais peut-être qu'on peut créer une séparation qui est rétractable et que donc quand on cuisine, on peut mettre cette petite séparation. tout à fait. Si on va agrandir, on peut, tu sais un peu les séparations en accordéon, les mettre à ce moment-là, tu profites toujours de ta cuisine américaine. Et est-ce qu'elle est toujours aussi utile et nécessaire qu'avant? Donc si tu as un grand salon, est-ce que tu as besoin d'une cuisine américaine? Si tu as un petit salon et une petite table à manger, peut-être qu'une cuisine américaine est intéressante parce que tu as plus d'assises à ce niveau-là. Donc on analyse un peu tout ça pour voir quel est le fonctionnement des personnes. Tout à fait. Si on a une famille qui reçoit toujours beaucoup de monde, on va essayer de maximiser les espaces de réception. Si c'est une famille qui ne reçoit pas beaucoup de monde, mais qui est plus un peu introvertie, peut-être qu'on va maximiser les espaces dans leur chambre, parce qu'on sait que chacun aime avoir sa petite bulle. Donc ça dépend des besoins. C'est des conseils vraiment très pratiques et merci de les partager. Et je vais aller sur le conseil que tu donnes. Je vais faire un petit focus sur les appartements F3. Oui, Les appartements de 2 chambres salon. oui. Généralement, l'appartement de 2 chambres salon, il est hybride. Parce que tu as le 1 chambre salon, on le connaît. Oui. Voilà. Tu as généralement le salon et la cuisine, c'est une grande pièce. Tu as une chambre qui est plutôt pas mal, toilette visiteur et un petit dégagement. Donc tu t'en sors entre 50 et 75 mètres carrés. Oui. Après, si tu vas plus loin, c'est que tu es généreux. Voilà. Ouais, ouais. Et le F3, lui, en fait, c'est généralement un appartement. Quand tu n'as plus de place sur tes plans, tu le places parce que c'est trop grand pour être un F2, Ouais. mais par contre, c'est trop petit pour être un 3 chambres salon, donc tu Ouais. fais un truc hybride. Et souvent, dans ces appartements-là, on y met une cuisine américaine. Oui. Et on fait le même modèle de salon du F2 et on le met dans le F3. Et en fait, moi, je suis pas là pour dire que c'est bien ou c'est mal, mais je vais aller dans ton sens. Quand vous faites votre investissement, et si c'est un investissement locatif, et que vous mettez une cuisine type américaine, il faut savoir que vous fermez automatiquement
à une certaine type de C'est clientèle. ça. Et donc, vous abaissez votre nombre de personnes qui vont faire des visites Oui, au moment de la mise en location. tout à Et fait. s'il y a moins de personnes qui visitent, vous avez moins de capacité à négocier votre loyer à la hausse. Mhm. Donc, parfois, il vaut mieux faire exactement ce que Suzanne a dit. Vous prévoyez la possibilité de fermer pour faire une isolation olfactive, Oui, comme il se doit, oui, pour que vous puissiez dire à vos locataires, ah, je sais que vous vouliez une cuisine fermée, regardez, l'option est là. il y a l'option. Et là, je rattrape peut-être une dizaine de locataires qui auraient pas du tout visité. Donc, ce que tu dis, Ouais. c'est vraiment un conseil à bien regarder de près. Mais pour ajouter aussi par rapport aux petits tips à donner, je vois souvent des gens qui ont une cuisine et une buanderie au même endroit. Mais ça sent dans les habits. C'est très important, selon moi, de séparer une buanderie d'une cuisine. Mais souvent, comme justement, on essaye de maximiser les espaces, Tout à fait. on les met au même endroit. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas pratique, en fait. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont alterner les jours où ils cuisinent fort et les jours où ils vont faire le linge parce que sinon, les odeurs... J'avais jamais entendu ça. Mais oui, parce que sinon, ça sent fort au Ok. niveau des habits. Et aussi, je vois beaucoup de plans où on va prendre un couloir Oui. et on va l'appeler espace familial. Ce n'est pas un espace familial. C'est un couloir. Il permet de desservir telle porte et telle porte et telle porte Tout et à telle fait. porte. Il n'y a pas de possibilité de mettre un meuble là-bas, une télé là-bas, parce que c'est un passage, en fait. Mm. Donc, peut-être que c'est un espace qui est finalement grand Oui. pour rien. Oui. Et au lieu de faire croire aux gens qu'ils ont un espace familial, peut-être agrandissez les autres pièces, réduisez cet espace qui est un espace de passage, au lieu de dire que c'est un espace familial. Parce que j'ai beaucoup de clients qui vont nous dire, oui, on a aussi un espace familial, aménagez-le. Mais quand je regarde le plan, je vois très bien qu'il n'y a pas de mur où on peut mettre un canapé ou une télé. C'est un passage, en fait. Donc, c'est de faire un peu attention à ça. Quand vous avez votre plan, regardez, est-ce que c'est vraiment un espace familial? Est-ce qu'on peut plutôt agrandir certaines pièces et réduire cette perte d'espace qu'on a au milieu? Je le conseille souvent. Merci Suzanne, ça fait vraiment avancer la réflexion et j'aimerais inviter ceux qui nous écoutent à se projeter dans le futur. Mhm. Dans le futur, on va être dans un marché immobilier de plus en plus concurrentiel, que ce soit à Dakar, à Abidjan, à Cotonou, à Conakry, partout. Il y aura de plus en plus de promoteurs, donc beaucoup d'offres, donc on va être beaucoup en concurrence. Oui. Dans un marché en concurrence, le locataire reprend le pouvoir. Oui. Il devient extrêmement exigeant. Il devient très attentif aux détails et il peut vous éliminer pour des critères qui paraissent aujourd'hui en 2025 anecdotiques. Donc dès à présent, même si vous achetez un appartement en VFA, vous devez vous projeter sur un aménagement intérieur qui réponde à une stratégie claire et reprenez tous les points qui ont été cités là jusqu'à maintenant pour avoir déjà des petites idées de qu'est-ce que je dois faire. Mais préparons-nous à ce marché concurrentiel, que ceux qui nous écoutent et qui ont de l'immobilier ou qui ont l'intention d'investir, mettez-vous dans des dispositions d'affronter cette concurrence de marché. Et comment je le fais? Je propose un maximum de valeur à mon locataire. Et tu vois, nous, Mouton Brand Design, on travaille, oui, au Sénégal, mais on a des clients en Guinée, on a des clients en Gambie. Et c'est ce qui revient, par exemple, mes clients guinéens, ils investissent dans l'immobilier et ils me disent, OK, Suzanne, qu'est-ce qui est tendance? Je leur dis, OK, il y a la tendance du moment qui va être super bien, jolie et tout. Tu sais, comme l'histoire des tasseaux qu'on voyait un peu partout, j'en peux plus. Mais il vaut mieux aller souvent sur des choses qui sont plus classiques, qui vont rester dans le temps, qui vont traverser les tendances et qui vont vous permettre d'avoir un bien qui reste beau, quel que soit le nombre d'années. Parce que même pour choisir les carreaux, je vais choisir des carreaux dans différentes salles de bain ou les vasques et autres, mais je vais aller sur quelque chose, oui, de joli, mais d'un peu plus intemporel. Et ça, c'est un conseil que je donne souvent aux gens. Ce qui est du moment, faites-le sur quelque chose qui peut changer facilement. Du papier peint, des tableaux, du mobilier, mais les matériaux en tant que tels qui vous ont déjà coûté assez cher, assurez-vous que ce soit quelque chose d'un peu plus classique. Ça, c'est ce que j'aurais conseillé pour des particuliers. Par contre, pour des gens qui ont vraiment, par exemple, on a fait une maison récemment, style Airbnb, ce client ne compte pas habiter là-dedans. Là, on a pu s'amuser un peu plus sur des choses qu'on ne mettrait pas chez soi, mais qui peuvent plaire justement à des gens qui vont venir et qui ont envie de s'évader. Là, à ce moment-là, on peut plus s'amuser sur des matériaux tels quels. Bien sûr. Et je suis souvent surpris quand je visite des chantiers et je constate qu'un promoteur a fait des arbitrages de carreaux, de cuisine, de faux plafonds, de luminaires
qui sont extrêmement atypiques. Ouais, Je ne comprends pas l'idée derrière ça. ouais, Parfois, tu peux te dire, oui, c'est parce que je veux me différencier. Mais celui qui va visiter, il doit être capable de se projeter. tout à Et fait, si un choix fort est déjà fait, tout à parfois fait. il fait juste un blocage. Mhm, J'aime pas. mhm. Alors que s'il était avec un professionnel, il lui dirait non, non, mais t'inquiète pas. Ça, je peux le couvrir avec ça, je peux le cacher avec ça, etc. Donc toi, j'imagine par rapport à ce que tu viens de dire, tu recommandes aux promoteurs Oui. d'avoir du goût, mais quand même une forme de neutralité. Oui, une certaine forme de neutralité, mais tu peux te différencier avec des toutes petites choses et justement avec les petits accessoires que tu vas rajouter, les petits trucs qu'on ne retrouve pas forcément ici et là, tu sais, une belle robinetterie et autres, mais qui restent. Et oui, quand tu as un décor qui est très marqué, ça peut faire fuir le client en tant que tel parce que le client ne se reconnaît pas à ça. Tu réduis ton marché en fait Exactement. à ce moment-là dès que c'est trop marqué. Donc oui, tu peux te différencier, mais il y a des manières de le faire. Tout à Ça peut fait. être dans le sens de la pose des carreaux, tout Mhm, simplement. mhm. Tu sais, des fois, on ne pense pas au fait que le sens de pose de carreaux joue un rôle important dans une Très pièce. important. Si tu le poses d'une certaine manière, ta pièce peut paraître plus petite. Si tu poses d'une autre manière, ta pièce peut paraître plus grande. Et très profonde, c'est vrai. Et Mm. par exemple, on aime avoir plusieurs carreaux différents parce que ça montre qu'on a choisi plusieurs carreaux. Mais sauf que en mettant plusieurs carreaux, et ça c'est un tip aussi que je donne, en mettant plusieurs carreaux dans par exemple la chambre et la salle de bain des carreaux différents, tu viens de limiter directement ton espace. Tu viens de le cloisonner à ça. Alors que quand tu as le même carreau qui continue, ça te donne une sensation de grandeur en fait. Et ce sont ces petites choses-là qui peuvent apporter une plus-value selon moi aux promoteurs. Ça et les petits accessoires. Parce que les cuisines, les salles de bain, les dressings, ce sont toujours des gros pôles qui font une grosse différence dans un aménagement, dans une maison. Mm. Même au Canada, quand quelqu'un veut vendre sa maison, il refait la cuisine et la salle de bain. Mm. Parce que tout de suite après, ça augmente la plus-value. On a abordé beaucoup la location meublée ou vide, Oui, là. oui, Donc, assez classique, soit pour de l'investissement locatif ou pour y vivre. oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la location très courte durée, qui est Mhm, tendance maintenant, mhm, avec Airbnb, Booking.com, etc. mhm, Quels sont les 3-4 ajustements que tu fais mhm, quand tu vas concevoir un appartement pour quelqu'un qui veut le mettre en location courte durée, mhm. par exemple au Plateau ou aux Almadies? Alors, il faut savoir qu'on fait beaucoup d'aménagements Airbnb, Oui, de style Airbnb, ici au Sénégal et même donc en Guinée. oui, On en fait beaucoup et là, on essaye de se différencier. C'est que justement, comme il y en a beaucoup, on se dit que la différence, ça va être dans l'accessoirisation. ok. Là, on peut s'amuser sur l'accessoirisation parce que je me dis, quelqu'un qui vient justement pour de la courte durée, il veut voyager. Il veut se faire plaisir. Il veut voir des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir chez lui ou Mm. qu'il n'oserait pas mettre chez lui parce qu'il se dirait, bon, ça sert pas à grand chose ou quoi que ce soit. Il n'investirait pas dans un fauteuil très design parce qu'il sait que c'est pas si confortable, mais ça peut être sympa à prendre en photo de temps en temps. Donc, de jouer avec des petites choses qui vont donner du peps à vos espaces parce que les gens, quand ils visitent, ils ont le choix. Sur Internet, tu as plein de choix. Donc, il faut que tes photos soient percutantes et donnent envie à la personne de venir et d'habiter là-bas parce qu'il sait qu'il va avoir un certain confort. Je sais que on va mettre des télés dans les chambres. C'est pas quelque chose qui est tant utilisé que ça par les gens qui vivent, qui sont dans les Airbnb, mais c'est une plus-value. D'avoir une petite coiffeuse dans une chambre, pour moi, c'est important parce que certains veulent s'asseoir pour travailler, comme un bureau, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans une autre pièce. D'autres ont besoin de se maquiller, on n'y pense pas forcément. D'avoir aussi des coffres dans chaque pièce, pour moi, c'est aussi important parce que quand on est dans un Airbnb, peut-être qu'on est venu en famille, peut-être qu'on est venu avec des collaborateurs et on partage l'appartement, peut-être qu'on est venu avec des amis. Donc chacun a besoin d'avoir quand même sa petite bulle à lui dans sa chambre avant d'aller dans les parties communes. Offrir un service de nettoyage, je trouve que c'est nécessaire parce que quand on vient, on est là pour pas longtemps, on n'a pas envie de faire le linge, on n'a pas envie de faire le repassage, donc c'est important d'avoir ça. Mais également, donc, comme je le disais, un service de restauration. Nous, c'est avec les saveurs de Mamiso, ils offrent un service de restauration, donc avec un menu par semaine. Et là, les gens peuvent choisir et commander. Donc vraiment, simplifier le tout, avoir un service de conciergerie pour s'assurer qu'il ne manque de rien. Il peut avoir un petit problème pour la connexion ou besoin d'acheter ceci ou cela à la boutique. N'oubliez pas que ce sont des gens qui ne connaissent pas forcément le quartier, qui ne connaissent pas forcément la ville. Donc, avoir un service de conciergerie, pour moi, c'est un plus. Magnifique.
Ma dernière question avant de faire la conclusion. Oui. Je sais que de par ton activité et le fait que tu dois constamment trouver les offres les plus compétitives Mhm, et que tu dois être capable de fournir sur de la quantité, mhm. je sais que tu es amené souvent à te sourcer Oui, et à t'approvisionner oui, à l'étranger. oui. Est-ce que tu peux nous parler de manière synthétique et schématique de comment tu fonctionnes, avec quels sont les pays principaux avec lesquels tu travailles Mhm. et qu'est-ce qui te fait travailler avec eux, qu'est-ce que tu y recherches? Et ensuite, parle-nous enfin de la partie transitaire, Mhm, la partie douanière mhm. et les coûts afférents au fait de commander à l'étranger. Alors, il faut savoir d'abord que je n'achète pas à l'étranger par plaisir. J'achète parce que je n'ai pas le choix. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir tout trouver sur place, mais on est très limité en matière d'aménagement intérieur au Sénégal. On n'a pas beaucoup de choix de matériaux, de mobilier, et quand on en a, des fois, ça vient avec un prix qui me semble assez exorbitant pour ce que c'est. Je peux être là et chercher un canapé bleu. Toute mon équipe va chercher un canapé bleu dans les boutiques, on n'en trouvera pas. Si on en fait faire, on peut, mais ça demande un certain coût, un certain délai, et des fois la finition peut laisser à désirer par rapport à ce que je t'expliquais pour les artisans. Donc c'est vraiment à un moment donné où j'ai vu que j'étais limitée par ma créativité sur ce que je trouvais sur le marché. Je suis allée en Chine, donc moi je vais principalement en Chine, acheter du mobilier. Avant, dépendamment de mes clients, si j'en ai qui vivent aux États-Unis, on achète aux États-Unis, ils envoient. Mais ce que j'ai aimé dans le marché chinois, c'est qu'il y a toutes sortes de qualités. Ce n'est pas le Made in China qu'on entendait avant. Il faut savoir que pour un canapé, tu peux avoir 6 qualités différentes. Et tu vas avoir du luxe, en fait, là-bas, du gros luxe. J'ai déjà vu des boutiques de mobilier où il fallait venir que sur rendez-vous en Chine. Je m'attendais pas à ça. Mais il y a tout. Il y a tout là-bas. Et en plus, ce que j'aime, parce que ça fait plusieurs années que j'y vais, c'est que j'arrive à voir tout le processus de fabrication. Je vais dans les usines, je vois comment ils fabriquent, je vois la qualité, je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça me rassure. Ça me permet de savoir que ce que j'offre à mes clients, c'est de la qualité. Donc, ce que j'ai là-bas, c'est le choix. J'ai énormément de choix que je n'ai pas ici. C'est les finitions qui sont impeccables. Si c'est pas le cas, ils ne livrent pas. Et comme j'ai une équipe sur place qui surveille toutes mes commandes, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, on ne livre pas à Dakar ou en Gambie ou en Guinée. Et le coût, ça coûte bien moins cher. C'est beaucoup plus abordable. Donc, un client qui avait un budget qui était peut-être serré, où j'aurais pas pu acheter tout ce que je voulais ici à Dakar, ben, je pourrais l'acheter en Chine. Et même Mmh, si on calcule donc nos frais, les frais de voyage, les frais de mon équipe là-bas, les frais de conteneur, les frais de dédouanement, ça revient toujours moins cher. mmh. Donc forcément, c'est tentant. Et mais encore une fois, j'aurais aimé avoir ça ici. Mais on va pas oublier que la plupart des choses qu'on retrouve dans nos boutiques ici viennent aussi de la Chine. En fait, viennent de d'autres pays généralement. Et pareil pour les matériaux. Ici, j'ai très peu de choix de carreaux parce que c'est toujours les mêmes entreprises qui font venir des carreaux et ils en achètent en grande quantité, puis ensuite qui donnent aux revendeurs. C'est pour ça que souvent dans les maisons, tu vas retrouver le même type de carreaux, mais parce que c'est ce qu'il y a. Là-bas, j'ai beaucoup plus de choix de carreaux et pareil, les épaisseurs, ça n'a rien à voir. Je peux choisir une très bonne épaisseur, les carreaux et pour les murs et pour les sols, les luminaires. Écoute, récemment, j'avais montré à mes abonnés qu'il y avait tout un centre commercial de luminaires. Donc, tu imagines un peu le choix. Alors, pour moi, en tant que designer d'intérieur, c'est très intéressant, c'est très valorisant parce que j'arrive à créer des choses plus facilement. Et encore une fois, les cuisines et les dressings. J'ai des très bons menuisiers ici qui me font des cuisines et des dressings, mais souvent, il leur manque les accessoires, mais aussi, si je dois faire pour un immeuble, et j'ai choisi une couleur de feuilles, ben écoute, ils peuvent me dire, ben, j'en ai pour 6 appartements, j'en aurai pas pour tes 15 appartements, parce qu'il y en a plus sur le marché. Des fois, ils vont aller chercher même dans une autre ville. Ah, j'ai trouvé 2 feuilles ici, j'ai trouvé 3 feuilles ici. Ça, c'est un peu frustrant. Et on est limité sur les couleurs. Mmh. Alors que là-bas, écoute, tu en as à foison, tu peux choisir et les couleurs et les quantités. Et c'est ça que j'aime de ce pays-là, c'est qu'en tant que designer d'intérieur, j'ai tout ce dont j'ai besoin là-bas. Tout ce qui me manque, c'est le côté africain.
c'est cette touche africaine-là, comme ces tableaux-là et autres. Donc ça, je l'ai fait faire ici au Sénégal. Comme ça, j'ai toujours cette touche qui compte pour moi. Et il y a un avantage à acheter à l'étranger et un inconvénient. Donc là, j'ai parlé des avantages. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps avant d'arriver. Donc si quelqu'un est pressé, on va sur du local. Si quelqu'un a du temps, on va sur la Chine. Magnifique. Suzanne, c'était très clair. Réponse très claire, j'apprécie et ça donne envie d'aller en Chine. Je l'ai jamais fait encore Tu devrais. pour découvrir la profondeur de gamme Oui. et d'inventaire. Vu que notre thème principal, c'est l'immobilier et j'aime bien parler avec des passionnés parce que tu m'as l'air d'être une passionnée aussi de ce secteur, d'avoir attrapé le virus. Est-ce que tu peux nous décrire quel a été ton premier investissement immobilier au Canada? Oui. Comment ça s'est fait? Comment tu as trouvé? Et qu'est-ce qui t'a fait te lancer pour investir dans ce secteur? Mais écoute, comme j'ai toujours aimé le design d'intérieur, j'ai toujours aimé les beaux espaces, les espaces à aménager. Je suis très sensible à ça. On avait un appartement, mon mari et moi, dans lequel on vivait. Donc, c'était notre premier investissement immobilier. Et par la suite, quand la famille s'agrandissait, on s'est dit qu'on allait déménager pour plus grand. Et au lieu de vendre cet appartement, on s'est dit, ça pourrait être intéressant de le louer à d'autres personnes, de le garder et par la suite, ça pourrait servir à nos enfants pour leurs études universitaires et autres. Et c'est là où on est rentré vraiment dans l'investissement immobilier en tant que tel. C'était dans le but aussi de laisser un héritage immobilier à nos enfants. Bien sûr, parce que l'immobilier, c'est aussi une planification sur le long Tout à terme. fait. C'était un appartement de combien de chambres? 2 chambres-salon. 2 chambres-salon. Et après, maintenant, est-ce que quand tu le mets en location, ça permet de couvrir tous les frais qui sont associés à cet investissement grâce à ce loyer? Totalement. On paye même un peu de taxes dessus parce qu'on gagne plus qu'on ne dépense. Et comme c'est une deuxième résidence, on est taxé par rapport à ça. Mais oui, on a une hypothèque. Il y avait une partie qu'on avait déjà payée, donc qui a permis de baisser un peu les mensualités. Bien sûr. Et on a une hypothèque complémentaire, sauf que le loyer qu'on fait payer à nos locataires, et je salue nos locataires, parce que je suis sûre qu'ils te suivent, ils aiment aussi ça. Ben, ce loyer qu'on fait payer à nos locataires nous permet de payer et l'hypothèque, mais également les taxes foncières, Bien les taxes sûr. municipales Oui. et autres de la ville, et d'avoir une plus-value également. Et comment ça se passe dans la recherche de locataires? Est-ce que c'est quelque chose qui était difficile? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce que c'est tendu comme demande locative? On en est où au Canada? Alors, il faut savoir que le marché immobilier à Montréal, en tout cas, est très compliqué parce que les gens ont du mal à trouver un logement. Les gens ont du mal à trouver où habiter, où louer. Donc, il y a une grosse crise de l'immobilier. Et on a une date spéciale qui est le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est le jour des déménagements au Canada. Parce que beaucoup de locataires, quand ils restent longtemps dans un appartement qu'ils louent, en fait, chaque année, on augmente le loyer. Donc, si à un moment donné, ça commence à être trop élevé, ben, les gens déménagent. Et le 1er juillet est connu pour ce grand déménagement. Il y a des cartons partout et autres. Et moi-même, quand j'étais étudiante, je déménageais chaque année pour ne pas avoir à subir cette augmentation-là de loyer. Et donc, il y a beaucoup de demandes par rapport au logement locatif. Et nous, ça nous donne une certaine, comment dire, on a un avantage en tant que propriétaire, mais aussi un désavantage, je t'expliquerai. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut choisir à qui on va louer. Et pour ça, on fait une enquête de crédit. Donc, tout ce que tu vas faire au Canada, va être répertorié quelque part. Tu as comme un score qu'on va te mettre. On va mettre si tu as fait beaucoup de prêts, si tu es un bon payeur, est-ce que tu rembourses bien, est-ce que tu payes tes factures d'électricité, de téléphone et tout, à temps ou pas. Et en fonction de ça, tu as une cote. Et cette cote va te permettre par la suite de pouvoir emprunter plus facilement ou pas. Très bien. Et nous, en tant que propriétaires, on a le droit d'analyser ce dossier-là pour voir si le futur locataire est un bon payeur. Ok. Donc, si jamais ce futur locataire avait des mensualités qu'il ne payait pas à temps ailleurs ou quoi que ce soit, on peut décider de ne pas le prendre comme locataire. Par contre, nous n'avons pas le droit de demander de caution, comme ici au Sénégal. Ok. La caution est interdite. Donc, la personne doit juste payer son loyer. Son loyer. Combien de mois à l'avance? Juste loyer mois par mois? Mois par mois.
Il n'y a pas de caution, il n'y a pas de mois en avance. Je sais que quand je suis venue ici au Sénégal, ça a été assez Ah oui, bizarre de voir ça pour au moi, mais Sénégal, au Bénin, au Congo, c'est vrai. on te demande parfois vraiment de mettre beaucoup de Oui, mois d'avance pour pouvoir prendre le bien en location. exact. Mais à quel point est-ce dur au Canada Mhm. d'expulser un locataire qui ne paye pas ses loyers? Alors ça peut être compliqué parce que en hiver, on n'a pas le droit d'expulser un mauvais payeur. Mais il va aller où? Il fait très froid, comme tu l'as dit. Donc, il y a la régie du logement qui vous empêche à ce moment-là d'expulser quelqu'un. Donc, ça peut être très compliqué. Et ça, c'est le côté un peu négatif dont je voulais parler. Ça peut être très compliqué d'expulser un mauvais Ok. locataire. Ça peut aller devant le tribunal et autres. Moi, je touche du bois. On n'a pas encore eu ce cas de figure, mais l'hiver, on n'expulse pas les gens. Et comme Ok. l'été dure 2 mois, ça peut être plus compliqué. Donc ça, en fait, c'était ta résidence principale que tu as transformée en résidence secondaire. C'est ça. Et est-ce qu'après, tu as eu encore à continuer à investir, à chercher des opportunités dans l'investissement locatif au Canada? On est en train de chercher une prochaine opportunité, mais il faut savoir aussi que acheter à Montréal est devenu très difficile. Ok. Parce que depuis la Covid, les prix ont énormément monté. C'est en train de redescendre tout doucement, mais pas encore assez. On a eu une grosse plus-value des logements parce que beaucoup de gens qui vivaient dans des petits espaces ont commencé à vouloir vivre dans des plus grands espaces, vu que la Covid nous a montré qu'on pouvait être enfermé chez soi. Et donc, il y a ce marché qui a énormément grimpé, les Hmm. taux également. Alors, on cherche, mais c'est un peu plus difficile en Ok. ce moment. Et en ce qui concerne le financement de biens immobiliers au Canada, Mhm, je sais qu'en Amérique du Nord, on parle de mortgage, mhm, voilà. Alors que bon, en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on va parler plus de prêts immobiliers, de prêts mhm, bancaires. mhm. Euh, quelle a été ton expérience avec les mortgages? Quelles sont les leçons que tu as apprises et les erreurs à ne pas commettre dans cet aspect-là? Alors oui, on dit mortgage, mais nous au Québec, on va plus dire une hypothèque. Une On a une hypothèque. hypothèque sur Ok. notre maison ou Donc sur le notre prêt, appartement. vous l'appelez On hypothèque. l'appelle ça une Ok. hypothèque. Ou un prêt hypothécaire, Un si tu prêt veux quelque chose de hypothécaire, ok. plus long, mais on va plus dire une hypothèque. Écoute, je te dirais que c'est assez facile parce que le gouvernement te facilite un peu les choses, parce qu'ils veulent motiver les gens à acheter, Hmm. justement. Donc, si tu n'arrives pas à avoir des fonds de départ, le gouvernement peut t'aider à avoir un certain montant qu'il te prête et après que tu peux rembourser progressivement. Aussi, au Canada, il y a ce qu'on appelle le régime d'épargne retraite, le REER. Donc, chaque personne peut cotiser dans son REER Hmm. pour préparer sa retraite. Sauf que quand il s'agit d'acheter une maison, tu as le droit exceptionnellement de sortir de l'argent Hmm. de ton REER, un certain montant, Très bien. et de le repayer progressivement, sans frais, sans intérêt ni rien par la suite. C'est brillant ça. Oui, Oui, c'est ça vrai. aide beaucoup de gens à justement mettre ce qu'on appelle le down payment, Bien sûr. la mise de fonds de départ. Donc, soit vous prenez de votre REER, soit vous mettez vous-même un montant. En général, on demande à peu près un 20%, mais il y a des organismes qui permettent d'aider à avoir ce down payment-là. Et pour ça, c'est parce qu'on ne veut pas que vous ayez des mensualités trop élevées. Bien sûr. Et l'hypothèque, donc les prêts hypothécaires, ne se paient pas forcément par mois. Tu peux choisir de le payer par semaine, par 2 semaines, par mois. C'est toi qui vois Tu les peux options. moduler. Oui, Et quand tu as des entrées d'argent exceptionnelles, tu peux dire je rembourse en anticipation. oui, mais bien sûr, il y a un pourcentage que tu peux rembourser par anticipation, parce que les banques veulent se faire quand même de l'argent. Donc, un pourcentage par année t'est permis D'accord. pour rembourser plus rapidement. Et tu peux avoir des hypothèques de 25, 30 ans. Hmm. Et tu me disais quand on préparait l'émission que tu as retenu la leçon sur les taux fixes et les taux variables. Qu'est-ce que tu peux nous Oui. en dire? Alors, nous, au début, on avait des taux fixes, mon mari et moi, pour nos hypothèques. Et à un moment donné, on s'est dit que on pourrait tester le taux variable parce qu'on voyait que le taux variable était beaucoup plus bas. Et c'était vraiment intéressant la première année. Puis, par la suite, il y a eu la Covid. Et là, les taux sont énormément montés. Nous, ça allait, heureusement. Mais je sais que j'ai des amis pour qui les taux ont doublé. Waouh. Donc, ils Le taux sont... fixe était de combien? Oh, je me rappelle plus. Je pense que le taux fixe était à Deux. 2,25, oui, Et donc et le taux variable était plus bas au départ. exactement. Il était Waouh. à 1 et quelques, et il a switché à... Et donc, il y en a qui se sont retrouvés. Alors, quand vous avez une famille monoparentale,
donc où il y a juste une maman ou un papa avec un seul revenu. Quand du jour au lendemain, ton hypothèque double, Ah oui, ça a créé beaucoup de c'est très problèmes difficile. à ce moment-là. Et juste pour expliquer à ceux qui nous regardent, en Mhm. fait, l'idée du taux fixe et du taux variable, c'est lorsque tu te rends chez ton banquier pour emprunter une somme, par exemple, de 30 millions de francs CFA, Mhm. et lui, il va te dire, voilà, nous, on te prête un taux de 5% annuel. Exact. Ça veut dire que tu vas payer 5% du capital qui te Mhm. reste à rembourser. Donc, la Totalement. première année, tu as emprunté 30 millions, donc tu vas payer 5% sur les 30 millions. Mhm. La deuxième année, tu vas rembourser une partie, il restera 25 millions à rembourser, Mhm. tu paieras 5% sur les 25 millions. Mhm. La troisième année, il restera 20 millions, ensuite il restera 15, 10, et à chaque fois, tu payes 5% sur le montant qui reste à rembourser. Bien sûr, après, il y a des taxes, etc., etc. Et quand c'est variable, par contre, eh ben, en fonction de l'évolution de l'économie, Ouais. en fonction de l'évolution du risque, Ouais. des crises, plus un contexte est incertain, plus ça coûte cher Mhm. de s'endetter. Oui. Et plus, on va le dire à l'envers, les banques, elles facturent cher de vous prêter l'argent parce qu'elles se disent, il faut que je me rémunère un maximum parce qu'en fait, il y a trop de risques sur le marché en ce moment. Mhm. Donc, celui à qui je vais prêter, Mhm. il y a intérêt que ça rémunère mon risque. Donc, à la place de vous prêter à 5, eh ben là, ça pourra varier à 6, à 7, à 8, à 10, voire plus dans certains pays. Ouais. Donc, le taux variable et fixe, c'est un vrai enjeu. Moi, personnellement, je fais tout le temps du taux fixe. Ouais. Le taux variable, je l'imaginerai jamais C'est vrai. parce qu'il y a trop d'incertitudes. Mais en même temps, quand les taux sont trop élevés, c'est pas très encourageant de faire des prêts aussi, quoi. Mais en fait, tu sais, tu peux renégocier ton taux chaque 3 ou 5 ans. Donc, nous, par exemple, chaque 5 ans, on renégocie notre taux et tu peux voir dans quelle banque tu vas aller négocier ton taux. Ça, c'est quelque chose qui est sympa parce que là, tu fais du shopping, en fait. C'est Tu ça. appelles telle banque, vous êtes à quel taux en ce moment? Tu appelles l'autre, tu dis, OK, mais lui, il m'a proposé plus bas, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, dépendamment de la cote dont je Oui. parlais au début, pour montrer qu'on est des bons payeurs et tout ça, dépendamment de la cote, on peut faire jouer le taux et variable et fixe pour avoir plus bas. C'est vrai. Et dépendamment également du travail qu'on occupe. Ça joue beaucoup. Bien sûr. Mais tu sais, malgré ça, le taux variable qu'on avait pris et qui avait explosé à un moment donné, quand on a fait le point sur les 5 ans, on avait été gagnant. D'accord. Il nous a rapporté, en fait, on a dépensé moins que... Que vous avez eu un taux fixe. Exactement. Bien sûr. Et là, ce qui s'est passé après la crise de la Covid, c'est que les taux fixes ont grimpé. Parce que ceux qui étaient à taux fixe, les banques qui avaient proposé du taux fixe, ont réalisé qu'ils avaient peut-être un peu perdu à certains endroits, donc ils ont augmenté les taux fixes. Et on a au Canada un système qui s'appelle le taux directeur, qui est décidé par la Banque du Canada, et c'est eux qui fixent le taux de base. Et à partir de là, chacun augmente. C'est ça. Pour revenir sur ce dont tu parlais, c'est-à-dire le rachat de crédit, c'est vrai que quand tu as un prêt auprès d'une banque et que ton taux est très élevé et qu'il y a une banque qui a de l'appétit et qui se dit, ben voilà, eux, ils te prêtent à 8, moi, je suis capable de te proposer 6. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un rachat de crédit. Oui. Donc, ils vont te donner l'argent pour solder le crédit auprès de ta première banque. Oui. Et ce nouvel argent qu'ils te donnent, ils vont te le prêter à un taux inférieur. Exact. Et après, ce qu'il faut bien regarder, c'est les frais de changement, les frais de dossier et les pénalités de remboursement anticipé que tu dois payer à la première banque parce qu'elle va te pénaliser de partir entre guillemets. Donc après, il faut à chaque fois bien faire son calcul et s'assurer qu'il y a un écart suffisant de taux entre la première et la deuxième banque pour justifier cette gymnastique. Mais en fait, ça, c'est dans le cas où tu fais un rachat avant la date d'échéance. Donc, Moi, je parle en France, là. Ah, c'est voilà, en France. Voilà, je te parlais en France, au Sénégal, etc. Après, au Canada, je sais pas. En fait, par exemple, tu vas signer pour 5 ans. Ouais. Peut-être qu'à partir de 3 ans, tu peux faire ce système-là de rachat avec une autre banque et qu'il y aurait peut-être des pénalités. Ouais. Et tu vois si c'est intéressant ou pas. Mais aux 5 ans, tu peux carrément changer de banque sans aucune pénalité, sans aucun frais. Ok. Donc, quand une banque sait que ton échéance approche bientôt, ils vont t'envoyer déjà des petites... Pour renégocier. Oui, pour renégocier. Ça, c'est un système très intéressant. Et challenger. Et ça, je trouve ça bien parce que aussi, je peux être à taux fixe pendant 5 ans et après le 5 ans, décider de passer au taux variable. Okay. Tu vois, c'est ce qu'on avait fait nous à l'époque. Mais le rachat dont tu parles, c'est oui, si tu rachètes avant le terme des 5 ans. Au Canada, c'est comme ça.
Ok. Mhm, Merci en tout cas, c'était un épisode très instructif. Je pense que c'était très riche mhm. et j'espère que ceux qui écoutent vont nous dire en commentaire, eux, d'un point de vue intérieur design, comment est-ce qu'ils s'y prennent et quels sont les tips de décoration que eux utilisent le plus. N'hésitez pas à nous partager en commentaire sur la vidéo YouTube. Suzanne, quel est le mot de la fin pour toi et comment est-ce qu'on te quitte? Ben, moi, j'aimerais te dire merci parce que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup d'immobilier comme tu le fais, de manière très sérieuse avec des choses techniques. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'en apprendre plus. Moi, la première, je suis tes émissions parce que j'en apprends. J'ai un secteur que je gère, mais toi, tu couvres plusieurs secteurs de l'immobilier et continue à inviter des gens qui peuvent nous apprendre plus sur les rouages qui se passent en Afrique, comment ça fonctionne, et parce qu'on en a besoin pour vraiment un peu plus structurer ce secteur immobilier en Afrique. Merci à Merci. toi. En tout cas, moi, je dois ce nouveau décor que j'apprécie tout particulièrement à Mouton Brun. Mouton Euh, Bras Studio. Mouton Brun Studio, qui a la cordialité et l'efficacité de nous accueillir pour faire cette saison 2. Avec plaisir. Donc encore merci et à très bientôt. À bientôt.